Le foie est l'aliment le plus nutritif de la planète. 7 grammes suffisent à couvrir la plupart de nos besoins en vitamines et en minéraux, alors qu'il faudrait 1,9 kg de céréales raffinées pour obtenir le même résultat. Justement, le problème par rapport à tous ces mouvements-là, c'est qu'ils sont pas construits pour une cause, mais en opposition à un groupe. Littéralement, c'est ce qui différencie pour moi le féminisme du néo-féminisme. C'est pas je suis pour les femmes, je deviens contre les hommes. Et je pense que vraiment pour vous, je serais capable de donner ma vie si vous êtes en danger. Comment est-ce qu'on peut exploiter les mécanismes du jeu vidéo pour apprendre aux enfants? Comment est-ce qu'on pourrait pas repenser les dessins animés pour qu'ils soient davantage à la fois éducatifs, mais aussi intéressants? Et pas que constamment un dessin animé qui est éducatif soit perçu comme étant chiant. Et donc avoir également à terme cette capacité dont a parlé Steve, de juste se moduler. Éduquer les enfants, c'est particulièrement se rééduquer soi. Pendant que tu transmets avec cette force de l'amour sous-jacente, elle t'oblige toi à t'éveiller. Dave, t'as Vas-y, commencé à Dave. regarder Game of Thrones. Yes. Aka, bouffe-moi le cul. J'ai vu les 4 premiers épisodes. Ok. Ah, t'as vraiment commencé. Ah oui, bah j'ai commencé. Alors Et alors? Bah c'est chouette, c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses de Tyrion Lannister? Il est hyper stylé. Ouais. C'est très Et certainement son le rapport, personnage c'est le plus du grand stylé jeu du Qu'est-ce que tu Twitter. penses de son rapport aux femmes par rapport au tien? Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas pu encore Voilà, ça beaucoup commence comme il faut. le voir en action. Ouais. Ah, mais tu as vu quelques actions de lui quand même. Oui. Il a l'air d'être assez éclectique et puis de chercher la diversité pour trouver la quintessence de son plaisir. C'est beau ce qu'il dit. T'as des années de marketing, quoi. Mais est-ce que tu penses C'est beau. qu'il aurait pu pallier son addiction au sexe Par des ultra-trails. Des ultra-trails. Des courses de longue distance. Bah, c'est une excellente question. Je pense surtout que de par son intelligence et son charisme, il arrive à compenser de façon particulièrement habile sa petite taille. Magnifique. Bon, est-ce qu'on commence vraiment ce Nakamakas? Parce que là, mais les j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu bidon. Hein. Non, le Nakamakas a commencé. Le Nakamakas, déjà, c'est freestyle complet. Exactement. Aucune trame, nos limites, tout peut être dit, sans censure. Limitless, j'ai presque envie de dire. Exactement, c'est limitless ici. Et pourquoi ces maillots, tiens, vous deux, là, au fait? On en parle? Toi, d'ailleurs, t'as 2 belles taches, toi, au fait. Eish. Comme ma femme. Comme... Écoute, on vient de lancer le programme Parrainage et Fidélité de Féroce. C'est quoi Féroce, David? Aïe. Aïe. Et donc, j'essaie de recruter des ambassadeurs. J'ai proposé ce magnifique t-shirt à Pierre Dufresne qui s'est jeté dessus pour devenir ambassadeur C'est parce vrai. qu'il trouvait que c'était quand même super stylé de s'appeler Féroce. Eh oui. Non, mais c'est vrai, hein, on représente haut les couleurs de Féroce. Parce que notre cher David, qui est là, si vous ne le savez pas, c'est lui le créateur, véritablement le moteur derrière Féroce, derrière tout ce qu'il y a comme valeur, comme représentation d'un mode de vie que tu incarnes, mon cher David. Et c'est pour ça que t'es presque notre premier invité. J'aurais bien aimé que ce soit le premier invité. Après, on sort les épisodes comme on veut. Hein. Ok, t'es notre premier invité. En plus d'être un frère, t'es un Nakama, parce que c'est le Nakamakas, et on reçoit un Nakama aujourd'hui pour nous parler entre autres de Féroce, mais de tout ce que tu fais et tout ce que tu incarnes. Et c'est rigolo, parce que ce matin, non, à midi, on déjeunait avec que des solides, du monde du high rock, du crossfit, etc. Et je disais à Jérém tout à l'heure, il y avait que des solides autour de la table, mais il savait pas que le plus solide de tous, c'était toi, qui est capable de t'envoyer des courses à travers chaque désert du monde. Là, raconte-nous ce projet incroyable que t'as. Ça, c'est Féroce pour le coup. Bah déjà, merci pour tes compliments, mon Pierre, ça me touche. C'est vrai qu'on s'est régalé ce midi. Mais et alors, on déjà, était- juste rapide, c'est quoi Féroce? Ok. Parce que nous, on sait ce que c'est. Alors Féroce, Avant de parler des aventures de David, parlons de ta création. Féroce, c'est un steak haché composé à 80% de bœuf 100% nourri à l'herbe et à 20% d'abat, donc avec du foie et du cœur dedans. Gros papa. Parce que le foie est l'aliment le plus nutritif de la planète. 7 grammes suffisent à couvrir la plupart de nos besoins en vitamines et en minéraux, alors qu'il faudrait 1,9 kg de céréales raffinées pour obtenir le même résultat. Et dans la société moderne dans laquelle on vit, caractérisée par une consommation accrue de produits ultra transformés, un microbiote qui est de plus en plus malmené et qui diminue nos capacités d'absorption, un stress chronique qui nous empêche justement d'être et qui augmente nos besoins en ces différents micronutriments, eh bien, j'ai reçu beaucoup de gens sur mon podcast Limitless Project, des scientifiques, des médecins, etc., qui faisaient ce constat que la population générale est massivement carencée. En méforme, on pourrait dire. En méforme, en Ouais. méforme. Exactement. Exactement. Et donc, effectivement, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte et qu'ils ont l'impression, eh bien, d'avoir une vie correcte, que tout va relativement bien. Mais en fait, c'est un état de santé, de vitalité minimale. Et la raison pour laquelle je fais des ultra-trails, pour laquelle je suis entrepreneur et père de famille,
et que je partage tout ça, c'est pas tant pour dire voilà, il faut faire des choses extrêmes, etc. C'est plutôt pour montrer que le dénominateur commun de chacune de ces actions, c'est l'énergie. Et que, quelque part, eh bien, les choix que j'ai faits dans ma vie me permettent d'en avoir suffisamment pour me dédier à des projets porteurs de sens, tels que mon travail en tant qu'entrepreneur avec Féroce, mais aussi des temps de qualité avec ceux que j'aime. Par exemple, vous, ici réunis, grâce à notre capitaine, d'ailleurs, Pierre, qui a été l'impulsion initiale de ce groupe des Nakama. Et puis des défis sportifs qui moi qui pour moi sont un vecteur vraiment de croissance personnelle, tu vois. C'est pas seulement le fait de réussir quelque chose, c'est plutôt un voyage au fond de toi-même, de tes limites, de ce que tu penses être capable ou non de faire. Et face à l'adversité, il y a un discours intérieur qui commence à se réveiller, à se révéler à toi, qui t'apprend beaucoup sur ta nature profonde, sur tes bons côtés, mais aussi tes mauvais côtés. Et probablement que c'est ce qui est le plus riche d'enseignement. C'est pas forcément je suis fier d'avoir réussi cet exploit. C'est ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie d'abandonner? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Tu te dis quoi? Magnifique. Je me dis quoi? Ben, tu vois, justement, quand je faisais cette course en Namibie, donc en fait, ça s'appelle Beyond the Ultimate. C'est 4 courses de 250 km en autonomie avec un sac à dos. Oui. C'est-à-dire que je porte mon sac de couchage, ma nourriture, etc. Et par étape. Donc ça se fait sur 5 jours. La première, c'était dans le désert. Il faisait 55 degrés la journée. La deuxième, c'est dans la jungle amazonienne. Donc il fait un petit peu moins chaud, mais avec une hygrométrie de 100%, ce qui fait que tu as du mal à évacuer la chaleur. La troisième, c'est en haute altitude, donc à plus de 4000 mètres d'altitude. Et la dernière, ça sera dans le cercle polaire arctique, où il fait moins 30 degrés. Et donc en Namibie, si tu veux, c'est un petit peu comme si j'avais vécu une vie entière en une semaine, concentrée en une semaine. Tu vois, toutes les émotions que tu vis normalement au quotidien, la joie, le courage, la fatigue, la tristesse, etc. Normalement, elles sont réparties au fur et à mesure du temps. Parfois sur des semaines, des mois, voire des années, des décennies. Là, tout était concentré en une semaine. Et je suis revenu de ce voyage comme si j'avais vécu une vie en une. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu comme si notre exubérance naturelle, elle rentrait en compétition avec notre canapé. Tu rentres le soir chez toi et t'es un petit peu fatigué de ta journée et c'est tellement facile d'allumer ta télé et d'avoir un petit peu de satisfaction. Et ce petit peu de satisfaction te compense en fait ton besoin de vivre de vraies émotions. Donc tu te satisfais de ça en fait. C'est un petit peu comme tout à l'heure où je parlais de cet état minimal de santé. T'as l'impression qu'en fait c'est correct, que ça va. Et c'est dangereux parce que ça réduit cette tension qui normalement te met en mouvement, qui te donne envie de faire des choses. Or, j'ai vraiment l'impression que le fait de vivre des émotions, de grandes aventures, c'est ce qui crée la vraie richesse dans la vie, beaucoup plus que l'argent, etc. C'est tous ces souvenirs en fait qui me donnent l'impression d'avoir une vie complète et utile en tout cas pour moi. Et puis c'est aussi ces histoires que je serais heureux de raconter ensuite à mes enfants, tu vois. J'espère un jour être un grand-père et raconter ça à mes petits-enfants, etc. Et c'est presque un devoir, une responsabilité, je trouve. Tu vois, j'aime bien dire qu'on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie, alors jouons-y. Voilà, pour moi, c'est une façon d'y jouer. Et alors, qu'est-ce que je me dis dans ces moments de désespoir? Parfois, il y a des discours intérieurs qui sont pas terribles, tu vois. Je commence à me sentir mauvais, à me dire t'es qu'une merde, pourquoi est-ce que t'arrives pas à avancer, et puis tu te fais doubler par lui, etc. Et puis pourquoi tu fais ça de toute façon, et voilà. Et donc t'as ce discours qui est pas terrible et qui est intéressant quand même parce que tu t'aperçois que il est auto-réalisateur. Plus t'es dans ce cercle vicieux négatif, moins t'es performant, plus tu ressens tes signaux de douleur, etc. Et je me forçais à chaque fois que j'arrivais à un checkpoint, parce que donc le dernier jour par exemple, j'ai couru 92 km et avec 55 degrés dehors, j'ai bu 14 litres d'eau. Donc vraiment énormément. Et en fait, à chaque checkpoint, il me remplissait mes gourdes d'eau. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu y arriver. Et je me forçais, en arrivant à chaque checkpoint, d'être souriant. De faire comme si tout allait bien, tu vois. J'avais beau avoir mal partout, être crevé, etc., avoir envie d'abandonner. Je m'étais donné comme règle et comme objectif de tout le temps donner l'impression que j'étais heureux d'être là. Et ça aussi, c'était autoréalisateur. Et donc parfois, je me disais juste, ok, là c'est horrible, mais tu mets un pas devant l'autre et puis t'essaies d'arriver au checkpoint. Et quand j'arrive au checkpoint, le fait de faire semblant d'aller bien, me redonnait un petit peu d'énergie et puis cette sensation en fait que les choses allaient finalement pas si mal que ça et me permettait de continuer jusqu'au prochain.
C'est pour ça qu'on l'aime, notre David. Tu nous as emmenés dans ton aventure déjà là. Comment tu les prépares ces courses concrètement? Comment je les prépare? Eh bien, je les prépare. Pas, c'est ça. J'y vais à l'instinct. Si, Je viens Non, le si, pack. si, mais tu sais, je suis pas très réseaux sociaux, etc. Mais j'ai quand même Strava parce que j'utilise pour trouver des itinéraires un peu différents et échanger. Et là, justement, Beyond de Ultimate a fait un groupe avec tous ceux qui courent ces courses-là, qui te permet de comparer, enfin d'avoir un classement de ton kilométrage hebdomadaire. Et j'ai découvert avec horreur que j'étais 58e. Je fais beaucoup moins de volume Sur que la combien? plupart des gens. Je sais pas, sur peut-être 100. Sur 5000. Oui. Donc, Supportable, ce tu vois, le premier, par exemple, il était sur des volumes hebdomadaires de 110-120 km. Moi, à titre de comparaison, je suis à 40-50. Donc, je cours 3 fois par semaine. Je fais 2 sorties plutôt de type... donc, une sortie de type fartlek, c'est-à-dire que je varie un peu les rythmes et puis je m'amuse à courir un petit peu comme ça dans la nature. Une sortie un peu intense mais structurée, type fractionnée, avec une qualité que j'essaie de développer. Et puis une sortie longue le week-end où je vais courir entre 2 et 10 heures parfois dans la nature. Et là, tu vois, je te vois subirer, mais Ouais, c'est bluffant. mais en fait, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, j'ai une vie qui est vachement intense, tu vois. J'ai toujours plein d'idées, je peux faire toujours plus de choses, je pourrais toujours plus travailler et j'ai cette énergie, cette envie de faire. Et j'ai l'impression que quand je suis en train de courir dans la nature, ça réduit le bruit environnant. Ça me permet de passer un temps seul avec moi-même, sans ma famille, sans mon travail, sans aucune autre perception que simplement moi avec moi-même, avec mon corps. Et ça me donne des idées folles. Ça réinitialise et c'est comme si ça reset un petit peu mon côté émotionnel, ma façon de gérer mes émotions, etc. Et je reviens avec une conscience des choses importantes dans ma vie, de ce à quoi je dois dédier mon temps, des personnes que j'aime, de mes priorités, des choses importantes vs les choses secondaires. Ça permet d'avoir des liens entre mon cerveau. Je vais avoir lu une newsletter de mon cher Pierre et puis une autre de mon cher Jérémy. Et puis avoir repensé à une méditation que j'ai fait avec mon ami Steve. Et tout ça, en fait, va se mettre en perspective dans ma tête. Et je reviens avec une vision claire et des idées fantastiques. Donc en réalité, c'est pas que de la course. C'est presque un moment de développement personnel, tu vois. Un travail d'introspection par le mouvement, par cette relation avec la nature. Et donc, certes, je m'entraîne, mais moi, je le vois plus comme une bulle, un voyage, presque des vacances, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est la structure de mon entraînement sur la partie endurance. Et puis 3 fois par semaine, je fais plutôt des entraînements de force avec des kettlebells parce que je trouve que c'est un outil qui est extrêmement minimaliste, très efficace, avec beaucoup de transferts de force. Tu vois, par exemple, sur le swing, je travaille toute la chaîne postérieure, la charnière de hanche. Tout ça, en fait, c'est ce qui me permet d'avoir un tronc fort et de transférer de la force sur tous les patterns de mouvement. Et malgré tout, faut se dire que sur ces courses-là, mon sac il fait 10 kilos. Donc courir 50 km tous les jours avec 10 kilos sur le dos, avec parfois du dénivelé, etc., ça te demande quand même d'avoir une certaine force, une certaine résilience. Et malgré le fait que je fasse un volume plus faible que beaucoup de mes concurrents, je suis arrivé 5e sur cette course-là dans le désert, ce qui veut dire que j'avais des performances qui étaient pas trop mauvaises. Et alors que je pense que j'ai pas vraiment de prédisposition pour l'endurance, tu vois, même pour la force. Je me suis mis très tard au sport. J'en ai pas fait trop quand j'étais jeune. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il fallait courir au collège, j'étais pourri de chez pourri, au point que je séchais tous les cours et que en fin d'année, il y avait le cross du collège et j'ai volontairement uriné sur un fil électrique de cheval. Voilà. Vous l'aurez compris, Allez, au revoir. notre David, il regorge de Hors choses. norme. Ouais, je disais, c'est pour ça qu'on l'aime, notre David. C'est parce que vous avez vu à quel point il est enthousiaste. Et Il est donc, enthousiaste, c'est un enfant. et grâce à ça, je me suis électrocuté. Voilà. Et après, À quel endroit du corps tu t'es électrocuté j'étais voir les pompiers qui organisent. À quel endroit du corps? C'est juste ça, juste ça. Bon, forcément, c'est D'accord. par l'humidité. Hein. Ah, ok, Voilà, d'accord. ça remonte. Mais tu Après, l'as c'était fait pas- en âme et Incroyable. conscience que tu allais électrocuter cette partie de ton être. Bon, en fait, ça a tout électrocuté. Tu sais, c'était assez global comme expérience. Mais ça m'a permis Cet d'aller homme a voir quand les même 2 pompiers enfants, hein. et puis de dire, je me sens pas bien parce que maintenant je me sens un peu étourdi, etc. J'ai pas fait exprès, etc. Je peux pas courir le cross.
parce que je voulais pas arriver dernier, j'avais trop honte, tu vois. Donc vraiment, j'avais pas de prédisposition. T'étais déjà un compétiteur. Tu voulais pas arriver dernier. T'avais déjà ça quand même. Ouais, je pense que c'est surtout que quand je suis arrivé au collège, j'ai été rejeté un peu par tout le monde. Je me suis senti seul et ça a été assez traumatisant pour moi. Et que après, j'ai essayé de m'adapter comme je pouvais à cet environnement que je trouve assez violent en fait, pour être honnête. Et voilà, j'avais surtout peur du regard des autres. Et j'étais prêt à tout pour me protéger de ça, jusqu'à me faire électrocuter volontairement. En parlant de ça, c'est que étant ce Nakama Cast, je pense qu'on peut clairement le dédier aussi à l'amitié. Ça, c'est un sujet qui nous est cher à chacun d'entre nous. Et tu parlais d'enfance peut-être où tu t'es senti un peu hors du moule, de côté. Je sais pas si c'était votre cas. Moi, ça a été aussi ça. Beaucoup sentir déjà que c'était pas forcément, je rentrais pas trop dans les boîtes. Mais en tout cas, c'était notre premier invité Nakama. Et c'est vraiment une grande joie pour moi simplement d'être réuni avec vous. C'était une idée de Jérém originellement de faire ce podcast ensemble. Toi et moi, on a un peu traîné la patte parce qu'on fait déjà tellement de projets. Parce qu'on aime traîner la patte. Exactement, parce qu'on aime traîner la patte. Parce on fait déjà tellement de choses. Mais c'est une grande joie. Et c'est une très bonne idée, mon cher GM, de proposer cet espace. Et voilà, mon David. Aujourd'hui, je pense que c'est bien qu'on puisse le célébrer, notre cher David. C'est vraiment une joie de pouvoir t'avoir ici. Et de simplement, en fait, moi, je prends ce moment pour rendre grâce à l'amitié que je partage avec chacun d'entre vous, qui m'élève, qui m'inspire quand je t'entends raconter tes histoires, tes expériences. Je me rappelle du jour où on s'est connus, autour d'un podcast d'ailleurs, de ton podcast, et de cette amitié qui n'a cessé de grandir. Et c'est je t'écoutais parler, je nous regardais et je me dis, tu vois, tu as le temps qui passe, mais ce qu'il y a vraiment de plus précieux, c'est cette amitié. C'est l'amitié, c'est l'amour au sens large, les gens de ta famille, tes amis. Et si tu peux avoir des moments, au-delà de tout ce qu'on développe chacun dans nos vies, business, entreprise ou autre, mais simplement un moment pour célébrer ça. Célébrer cette chance que nous avons de nous être choisis aussi mutuellement et d'avoir des relations qui peuvent tellement nous élever, nous inspirer. Je le dis tout le temps, tu vois, vous êtes ma grande richesse, hein, les amis. Et aussi des mentors. C'est-à-dire quand tu as des personnes comme David, comme Pierre, comme toi, qui réalisaient des choses si inspirantes, pour moi, vous êtes aussi une grande source de force. Et je me dois d'être au niveau de mes amis, au niveau des personnes qui m'inspirent, qui réalisent des choses aussi bien physiquement qu'intellectuellement, qu'au niveau de leur conscience, qui fondent des familles, qui se dépassent physiquement. Donc c'est très beau et j'aime qu'on place ce podcast sous le signe de l'amitié. Je ne sais pas quelle direction il prendra, mais au-delà d'un podcast où on va parler de bien-être, de santé, de conscience, je ne sais pas trop quelle vision on avait pour ça, mais j'aime bien que ça soit un podcast aussi qui puisse avoir cet espace où on a des belles discussions telles qu'on pourrait les avoir avec le type d'amis que nous avons. Tel qu'on les a d'ailleurs. Tel qu'on les a en off. Exactement, en off, mais que ça puisse être partagé. Ben oui, parce que le titre, c'est vraiment Nakama. Donc on pourrait dire, mais ils vont pas comprendre les gens. Ils vont pas comprendre. Et pourtant, c'est important. C'est important qu'il soit dans le titre. C'est important que ce soit l'emblème de tout ça. Et on n'a qu'à se faire un tour de table maintenant, puisque c'est comme ça. Puisque quand on passe un Nakama Bootcamp ensemble, quand on passe un jour de l'an, on prend toujours un petit moment pour être juste entre nous et se dire, bon allez, dans 5 ans, vous voyez où, c'est quoi votre vision, etc. Faire un petit tour de table comme ça. Et moi, j'ai vraiment une question que j'aime poser régulièrement aux gens qui m'entourent, en tout cas, c'est quelles sont vos valeurs? Et c'est un truc un petit peu dans le développement personnel, c'est devenu tarte à la crème de sortir ça, mais c'est fondamentalement obligatoire, selon moi, de le déterminer à l'avance. Sans quoi, c'est un bateau qui navigue sans direction. Sinon, une existence comme ça. Et donc, les valeurs, c'est, pour vous donner la définition que je donne en prérequis, c'est les choses pour lesquelles vous êtes prêt à donner votre vie. Et je pense que justement, les moments de course comme ça, qui est assez... c'est marrant, j'aurais écouté l'interview de David Goggins chez Joe Rogan. À un moment, il dit, il n'y a rien qui bat l'ultra-trail, l'ultra-endurance. Rien. J'ai tout fait. Le record de traction, le machin, le truc, j'ai tout fait. Navy Seal, machin. L'ultra-trail, quand tu pars
10 heures, 12 heures, etc. In your mind, comme Goggins dirait, tu explores ton intériorité d'une manière tout autre. Et là, tu détermines vraiment ce qui est important, ce que tu disais tout à l'heure, chose vraiment importante. Donc pour moi, c'est vraiment l'amour et la liberté, les deux choses fondamentales. L'amour, comme tu l'as très bien expliqué, qui peut prendre la forme de l'amitié. Et je pense que vraiment pour vous, je serais capable de donner ma vie si vous êtes en danger. Et l'amour que j'ai pour les membres de ma famille, idem. Et puis après, la liberté. C'est-à-dire que si, comme ce bonhomme-là, on m'enlève la liberté, on m'emprisonne, comme on a pu connaître dans les pires années de 2020, là, je serais capable vraiment de franchir certaines limites en termes de violence ou en termes de me défendre, que je franchirais pas dans d'autres cas. Donc je pense que ça, c'est vraiment les valeurs que j'ai qui sont cardinales. Et est-ce que vous seriez capable de le dire comme ça, rapidement, presque instinctivement aussi, quelles sont les valeurs qui vous encadrent? C'est dur comme question comme ça. Ouais. Là, je sais que c'est dur, mais... CMF. Voilà. Bizarrement dit d'ailleurs. Non, en termes de valeurs, moi j'aime beaucoup cette notion d'incarner les choses. Je sais pas si on peut dire que c'est une valeur, je sais pas trop. L'engagement peut-être. L'engagement, après c'est compliqué de parler d'engagement après ce que David fait. C'est très compliqué. Dépassement de soi, c'est pareil. Quand tu vois ce qu'il fait au quotidien, c'est quand même complexe. Oui, mais tu fais partie des personnes qui, selon moi, et comme c'était d'ailleurs une très belle citation d'un des stoïciens, qui disait qu'un stoïcien, justement, c'est quelqu'un qui transforme ses désirs en engagement. C'est ça. C'est-à-dire qu'un adulte, pour moi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire que tu me proposes quelque chose, tu te dis j'ai envie de faire quelque chose, et toi, quand tu me dis j'ai envie de faire quelque chose, tu sens que tu t'engages dans la chose. Oui. C'est pas des paroles balancées comme ça, parce que tu es déjà tout de suite proche des conséquences de tes actes. Donc je pense que l'engagement, c'est pas... Ouais, ça peut l'être. Et aussi l'exemplarité, je pense, mais pour mes enfants. Du moins, tendre à être exemplaire pour eux. Et donc inspirer potentiellement leur parcours de vie, leur motivation, et leur volonté à devenir quelqu'un, tout simplement. Et ça, on en parlait justement avec, dans le podcast numéro 3, on en a parlé. C'est retour dans le futur. C'est ça. C'est important, ce que j'accorde vraiment à être, justement, le papa presque super-héros pour mes fils. C'est pas une valeur, mais c'est plus une incarnation que je veux avoir. Et que je veux émaner auprès de mes fils. Je pense que derrière, il y a l'amour. Mais il y a l'amour, bien sûr, il y a l'amour. Mais par l'exemplarité. Okay. Pas cette notion de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, tous les matins, ils me voient en train de faire mon sport, de me dépasser, aller au sport de combat, aller courir, faire des choses, travailler, et j'aime incarner ça. J'aime être le papa qui est fort, qui joue encore avec son fils au trampoline pendant toutes les autres sont sur leur téléphone portable ou en train de boire des sodas, tu vois. Ça me plaît, ça me parle beaucoup. Okay. Peut-être parce que je l'ai pas eu petit, je sais pas, mais ça me parle beaucoup et ça m'attire beaucoup. Super. Et tu l'incarnes. Ouais, je l'essaye. Ah ouais. Je tends à incarner. Et toi, futur papa? Oui. Non, mais on a beaucoup parlé dans le podcast. C'est des rumeurs, on a beaucoup parlé dans le podcast numéro 3 de l'éducation. C'est sûr qu'il y a une très très forte impulsion chez moi de transmettre. Ouais. Ça, c'est viscéral. L'amour, comme tu l'as dit, on se rejoint profondément là-dessus, toi et moi. L'amour, c'est une force qui est bien au-delà du romantisme ou d'une histoire de couple. C'est l'amour au sens large, c'est ce qui réduit les espaces, c'est ce qui permet la vie de se perpétuer d'une forme à une autre. L'amour, on dit Dieu est amour, pour moi c'est réellement un synonyme, au sens conscience, au sens de ce qui permet aux choses d'être et d'être créées et recréées en permanence. Donc l'amour, c'est ce qui déjà a le plus de valeur, à mon sens, dans ce qu'un humain est venu expérimenter dans sa vie, dans son expérience spirituelle d'être humain. Et je parle en même temps que je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait rentrer dans des valeurs, mais à mon sens, c'est au-delà de mettre des mots dessus, c'est jusqu'à quel point, et on dit la même chose, mais avec nos mots à chacun, ça pointe dans la même direction, oui. C'est jusqu'à quel point on est prêt à dédier notre vie, à se sacrifier, mais pas au sens « Ah, Kelly, c'est beaucoup, je me sacrifie ». C'est vraiment, je vais me donner à corps et âme tant que la vie passe par ce corps. Jusqu'où est-ce que je vais aller pour ce que j'aime faire, pour les gens que j'aime, pour ce en quoi je crois, est-ce qu'il y a de la valeur? Et personnellement, j'ai eu la chance d'être touché suffisamment profondément, j'estime, par cette nécessité de tâcher de m'éveiller et de tâcher d'être un vecteur par lequel des informations, des choses peuvent aussi toucher d'autres personnes pour qu'elles se mettent aussi en chemin.
Mais quand je dis ça, c'est avec beaucoup de précaution. Moi, je suis pas un sachant, je sais rien. Je demande qu'à apprendre et on en apprend tous les jours. Mais c'est jusqu'à quel point tu le fais avec honnêteté, intégrité et jusqu'à quel point ça te touche. Et je le fais aussi parce que j'estime avoir reçu tellement d'amour de par déjà le cercle familial, de par les relations qui ont pu émerger dans ma vie, que je sens avoir une force très très grande dans cette capacité à transmettre aussi à mon tour l'amour, parce que j'en reçois beaucoup. Donc c'est dédier sa vie à ça, et ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la transmission vers des publics plus jeunes, ça peut prendre la transmission comme on le fait et ce dans quoi on est tous engagés, mais clairement ça sera toujours guidé par l'amour au sens large, tout ce que je ferai et jusqu'à la mort. Et moi, c'est une valeur qui n'existe pas, ça serait le colibri. Je le dis souvent dans mes podcasts. Ça, c'est très Perceval, je suis désolé, mais... C'est pas faux. Je dis souvent dans mes podcasts, on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. L'une des choses que je déteste le plus au monde, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette valeur qui n'existe pas, c'est la résignation. Je déteste les gens résignés. Je déteste les gens qui disent, bah non, mais ça sert à rien parce que ceci, parce que cela, etc. C'est faux. Et voilà. Et donc, tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est d'inspirer les gens, justement, à vivre une vie à la hauteur de leur potentiel, mais pas que pour eux, aussi pour tout l'effet boule de neige que ça peut créer autour d'eux. Je prends souvent cet exemple-là. Parfois, c'est simplement le sourire que tu vas donner à la caissière ou à la personne que tu vas croiser dans la rue, avec qui tu vas dire bonjour et qui va potentiellement illuminer sa journée. Et par effet boule de neige, eh bien, il sera peut-être un peu plus sympa avec ses enfants et ainsi de suite, tu vois. Et ça touche, en fait, par cercle concentrique comme ça. C'est un peu l'histoire du battement d'aile d'un papillon. Qui peut créer une tornade, je sais plus où en Alaska, mais Voilà, On a compris. là où tu fais un ultra trail. et voilà et donc voilà, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi, et dans chacune de mes actions, dans chacun de mes gestes, tu vois, je me permets pas le matin de me dire il fait pas beau dehors, ça va être une mauvaise journée. Non, j'ai pas le droit de me dire ça, tu vois. Chaque seconde de mon temps, je veux y mettre de l'intensité pour moi, pour ma vie, mais aussi pour tous les gens que je peux toucher. Tu parlais d'exemplarité, pour l'exemple que je donne aux autres, à ma femme, à mes enfants, je veux leur donner envie de vivre cette intensité. Tu vois, dans Féroce, il y a cette idée d'avoir une densité nutritionnelle hyper importante. Et je recherche cette même densité dans chaque seconde de ma vie, mais pas que pour moi. J'ai aussi envie d'inspirer les gens à vivre cette vie-là. Et je suis content de terminer ce petit tour des valeurs, parce que ce que t'as dit, Steve, et puis après ce que t'as dit, Pierre, sur l'amitié m'a particulièrement touché. Comme j'ai pu l'évoquer, j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance, mais même avant ça, je me suis toujours senti en décalage avec le monde, avec les autres élèves, et puis ça a créé beaucoup d'incompréhension chez moi. J'ai eu une période où j'ai consommé beaucoup de drogue et où j'ai testé des limites qui sont pas forcément vertueuses, et développer des relations à cette période de ma vie qui étaient cachées, dont en fait le peu d'intérêt était caché par la consommation d'alcool, de drogue, de fêtes, de paillettes, etc. Tu vois. Mais en réalité, je pense qu'avant de vous rencontrer, j'ai jamais eu d'amis qui m'ont porté, qui m'ont élevé, avec qui je pouvais me permettre d'être simplement et pleinement moi-même, sans avoir besoin de jouer un masque. Et pour autant, qui m'inspire, qui me tire vers le haut. Tu disais que avoir des amis comme vous, c'est aussi un devoir d'être meilleur chaque jour pour être à la hauteur, tu vois. Et ça, c'est hyper vertueux. Du coup, je me trouve absolument pas génial. Tu disais, oui, parler d'engagement alors que c'est des ultra trail. En fait, quand je me compare à vous et aux personnes qui m'inspirent, je me sens tout petit. Et c'est très bien, parce que c'est ça aussi qui me pousse, tu vois. Parce que sinon, tu deviens satisfait de toi-même et puis tu perds toute humilité et t'arrêtes de te développer. Donc voilà, donc c'est extrêmement riche, extrêmement précieux. Et alors, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que je suis entrepreneur, j'ai toujours plein d'idées, et parfois, le fait de réfléchir peut me satisfaire d'une certaine façon. Et dans ce contexte-là, à certains moments de ma vie, je trouvais que le ROI, le retour sur investissement de l'amitié, était pas suffisamment intéressant ou important pour que j'y dédie du temps. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et que ça peut choquer, mais en fait, je passais du temps qui ne m'apportait absolument rien. Et donc, j'ai eu tendance à, petit à petit, le déprioriser, tant et si bien que je finissais par plus avoir beaucoup de relations, si ce n'est celles que j'avais et que j'entretenais avec moi-même et mes pensées. Et avec vous, c'est évidemment pas ce que je ressens, au contraire.
c'est d'une richesse folle. Et quoi que j'ai de prévu dans mon emploi du temps, quand Pierre, par exemple, a proposé le premier Nakama Bootcamp et qui m'a invité là, je venais peut-être quelques jours avant de refuser une semaine de vacances avec ma femme et mes filles, et puis parce que je disais que j'avais trop de boulot, trop de choses à faire. Bon, attention, parce que il faut pas mal interpréter ce que je dis. Je l'ai dit du temps et j'essaie d'être un père très présent pour ma femme et mes filles. Mais voilà, en disant à ma femme, bah écoute, là c'est pas le moment, j'ai plein d'autres choses à faire et donc je préfère qu'on postpone ça à un autre moment. Et puis quand Pierre m'a proposé, j'ai tout de suite senti en moi le fait qu'il fallait que j'y sois, tu vois. C'était trop important, il fallait que j'y sois. Et donc j'ai dit à Constance, écoute, chérie, je suis désolé, je sais que je viens de te dire Constance, que j'avais pas le temps de prendre une semaine de vacances. Vraiment. Je pensais aussi à Constance. Big up à Constance. Mais je sens que je dois accepter, je sens que je dois y aller. Je peux pas te dire pourquoi, mais je sens au plus profond de moi-même que je dois y être. Ah là là. Et évidemment, je l'ai pas regretté. Mais ça m'amène une question, et c'est pour ça que je disais que j'étais content de terminer sur Dota, parce que je voulais te terminer là-dessus, mon Pierre. Termine-moi. Comment est-ce que tu as eu l'idée, l'envie de créer ce groupe des Nakama? Comment est-ce que tu as choisi les personnes, les individus qui en ont fait partie? Enfin, voilà. Ploum ploum. Comment tout ça s'est créé? Alors, il y a qui déjà? Alors, sans vouloir dire de redite, parce que c'était la question de Jérém pour débuter l'épisode 1 du Mais c'est Nakama pas grave. Cast. C'est pas grave. C'est dommage que je l'ai pas écouté. Ouais, voilà. J'ai un peu un parcours qui est relativement similaire au tien, c'est-à-dire que l'amitié, ça a été relativement absent de ma vie. Donc j'ai voulu recréer ça dès que j'ai trouvé des personnes. C'est l'épreuve d'une vie, hein, c'est l'épreuve de 30 ans de trouver des gens comme vous. Quand je les ai trouvés, je dis bah, c'est maintenant en fait, c'est maintenant que ça doit se passer. Et je venais juste d'acheter une maison, et pour moi le rêve de la maison, le rêve de gamin, c'est tu peux inviter tes amis. Encore faut-il avoir une maison, encore faut-il avoir des amis. Alors j'avais tout, et ben ouais, c'est parti, cet été ils viennent tous à la maison et on rigole un bon coup. Donc avec Slim, Nico Mercadier, vous trois, qui manque dans le lot. Pour la première édition, La première édition, c'était tout, mais j'ai toujours peur d'ébouler quelqu'un quand je fais la liste, c'est ça. Mais l'équipage a grandi avec le temps. L'équipage a grandi avec Nos JB enfants. et Julius. Nos enfants. Voilà, la synthèse des deux. Voilà, c'était ça. C'était en réaction finalement à une vie un peu plus de solitaire, quoi, on va dire, et en manque justement de ce lien fort d'amitié. Merci pour vos réponses incroyables, parce que ça me permet de faire une transition toute trouvée avec un des sujets que tu avais mis pour aujourd'hui, qui est vraiment pour moi une question identitaire qui est très centrale dans la société actuellement, avec des étiquettes qu'on se colle. Je suis LGBT, je suis woke, je suis alors je suis féroce surtout. Vous collez des étiquettes. Des grosses étiquettes rouges et blanches. Abonnez-vous à la newsletter. Mais j'ai appris des nouveaux termes, moi. Antivalidiste, validiste, des trucs comme ça. Et moi, je connais pas tout ça. D'où ça sort? Bref. J'ai l'impression que ce que vous nous avez décrit là, en termes de valeurs, c'était engagement et j'incarne surtout, je suis conscient de mes devoirs. Sur cette incarnation terrestre qu'on l'on a. J'incarne ce que je veux voir émerger. Exactement. Vraiment, il y a une prolongation, il y a une transcendance de l'être, il y a quelque chose qui est vraiment en termes de devoir et d'implication et d'engagement. Hein, c'est ce que je garde de vos témoignages. Alors que quand on se colle une étiquette dessus, c'est vraiment une invitation à la paresse. C'est une stase, c'est un arrêt sur image, c'est fini, tampon. T'as ta carte de membre, comme dirait un certain humoriste. Si tu bouges plus, quoi, je suis servi. Et ce que tu nous as dit justement, c'est non, mais quand t'as un truc comme ça, si on se satisfait d'une situation, c'est vraiment la résignation. C'est je bouge plus, je suis plus le petit colibri qui va essayer d'éteindre l'incendie. Et donc, j'ai l'impression, c'est peut-être que quelqu'un qui serait justement estampillé par l'un des slogans que j'ai évoqués juste avant pourrait avoir un débat constructif, je sais pas. J'ai l'impression quand même que se coller ce genre d'étiquette sur la figure actuellement, c'est parler surtout de ses droits et pas de ses devoirs. C'est-à-dire, j'ai droit à se faire plaindre, ne pas encourager surtout à la paresse, mais pas encourager à se sortir les doigts, quoi. T'as les ressources en toi, tu peux te dépasser, et pas inspirer, en fait, tu vois. Voilà, donc c'est pour rebondir à ce sujet-là, qui est à moitié rigolo, quand même, par rapport à l'ego, l'article qui est sorti. Tu veux nous en parler? T'as sous les yeux, je crois que c'est Science, c'est quel... Alors... c'est le Télégraphe. Et le Science Museum in London. Voilà, comme quoi, simplement, par nature, les Legos ne peuvent pas être anti-LGBT.
C'est ça, qui réalise un côté mâle et femelle. Oui, c'est ça. Et cette notion, en fait, de voir constamment, en fait, des idéologies un peu partout. Et de s'approprier également aussi une partie de la culture, mine de rien, parce que le Lego, c'est mon enfance, c'est ton enfance, t'en fais encore toi aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, t'en es où, au fait, par rapport à ton Lego? Toujours au même Ça fait 1 an et demi. Ouais, ça va très mal. Vous en avez fait, vous, des Lego ou pas, petit? Ouais, beaucoup. Mais je crois que c'est surtout une question d'ego. Au lieu d'une question de Lego. Et bingo! C'est toujours la même chose. On le pointe par tellement de prismes. Tout ça, c'est l'illusion de ce qu'on pense être, et on se met des masques et des masques. C'est pour ça que je et dis des que c'est une masques. question identitaire. C'est ça. Ouais. Qui, sans aucun jugement, parce que chacun a évidemment le droit d'être le personnage qu'il veut, mais s'il n'y a pas la conscience que ce n'est qu'un personnage, derrière, il y aura toujours une souffrance, un mal-être, un conflit interne qui, par extension, crée du conflit externe, de la division. Division en nous, se projette dans le monde, et nous vibrons quelque chose d'autant plus divisé. Le problème de tout ça, c'est que derrière, qu'on soit identifié à ceci ou à cela, n'en est pas moins que nous sommes tous humains. Et que la seule véritable question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va faire en sorte de pouvoir se reconnaître comme étant beaucoup plus une essence commune, comme étant beaucoup plus réellement, sans être dans le hippie wou gentillet. Nous sommes réellement frères et sœurs. Et que derrière toutes ces identités, ces identifications, toutes ces histoires que l'on se raconte, qui de toute façon, au fond, ne nous rendent pas heureux, comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser et incarner quelque chose de beaucoup plus unifié? Et ça, je pense que c'est le défi principal de notre ère, de ce à quoi fait face la civilisation. Ça n'arrange pas la politique, diviser pour mieux régner. Ça n'arrange pas certains fonctionnements qui sont les mêmes depuis finalement des siècles, voire des millénaires, d'avoir un peuple plus uni, parce que c'est dangereux. Une population qui est unie face à un pouvoir, c'est pas confortable. Mais c'est ça qui compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, au-delà de se dire est-ce que c'est bien ce type de communauté ou cette chose-là, c'est vraiment d'enlever toutes les barrières. Exactement. De voir que derrière tout ça, nous ne sommes qu'un. Et que c'est pas juste des concepts. Justement, le problème par rapport à tous ces mouvements-là, c'est qu'ils sont pas construits pour une cause, mais en opposition à un groupe. Littéralement, c'est ce qui différencie pour moi le féminisme du néo-féminisme. C'est pas je suis pour les femmes, je deviens contre les hommes. Et en fait, tous ces mouvements critiquent, j'ai l'impression, ce qui est la norme aujourd'hui de plus en plus. Pour se trouver un combat, pour se trouver des valeurs et pour s'incarner. Et je pense que le problème initial, c'est la perte de sens. Complètement. Une perte de Comme sens, toujours. une perte d'identité. Il y a une perte de repères et donc on se met en autarcie nous-mêmes la société pour se recréer un sens dans un écosystème et on trouve un ennemi commun pour justifier le sens qu'on a créé. Mais ça reste des masques et des mirages Bien sûr. infinis. Mais c'est pas constructif, C'est c'est sans destructif. fond. Puis ça se voit, ces gens-là se scarifient constamment, etc. aussi. On est sur une destruction de soi-même. En fait, moi j'ai l'impression que tout ça c'est du bruit. Tu vois, tu parles de perte de sens, je pense que c'est exactement ça dont il est question, et je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la compétition entre le fait de vivre vraiment sa vie et puis de s'asseoir sur son canapé. Et il y a une vraie compétition qui est inconsciente, et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Quand tu as une vie qui est riche et qui est épanouie parce que tu passes des temps de qualité avec des gens que t'aimes, que tu te dédies à des projets qui sont porteurs de sens pour toi justement, et que de temps en temps tu te challenges un petit peu pour découvrir ce qui se cache au fond de toi-même, ben le sens tu le trouves. Tu le trouves naturellement parce que ta vie a du sens par elle-même, tu vois. Et t'as pas besoin, dans ce contexte, de te raccrocher à une identité extérieure ou à suivre les dernières modes, etc. et à dire je suis vegan, je suis LGBT, etc. Et pour être tout à fait honnête, t'en as tellement pas besoin que moi, aujourd'hui, j'ai décidé depuis déjà plusieurs années de faire une diète totale d'information. Je regarde pas la télé, je lis plus de journaux, je lis plus les newsletters, etc. Je me suis aperçu que ça consommait énormément de temps, que ça me donnait une image biaisée du monde, particulièrement négative. Ma dernière start-up avant de créer Féroce était dans le monde des médias, donc je connais assez bien cet univers. Des médias qui financent leurs journalistes grâce à de la publicité. Or, tout le monde s'est aperçu de l'arrivée de réseaux sociaux dans l'écosystème médiatique mondial. Et le gâteau des recettes publicitaires, qui était autrefois de 100% pour des journaux d'information, ne représente aujourd'hui plus que 20 à 25%, parce que les 75 à 80% restants ont été vampirisés par Facebook, etc. Donc aujourd'hui, les journaux ont des moyens qui sont particulièrement limités et en même temps sont obligés de jouer à cette guerre de l'attention où tu es obligé de jouer avec des titres de plus en plus brillants, on appelle ça des clickbait, et donc potentiellement de dire des demi-vérités.
tout en ayant de toute façon pas les moyens de payer de vrais journalistes d'investigation pour donner de réelles informations. Et donc ça te donne un paysage médiatique qui te donne des pseudo-informations et qui te donne une vision du monde qui est particulièrement dégradée et fausse, tu vois. Donc ça te fait perdre du temps parce que tu dois consommer tout ça. Ça te donne une vision qui de toute façon est pas correcte, donc qui t'aide pas à prendre de meilleures décisions dans ta vie ou dans ton travail. Donc ça te donne l'illusion d'être un sachant, d'être plus capable d'eux, mais en réalité, c'est pas le cas. Et le troisième point, c'est que ça te donne aussi l'impression que tout va mal. Parce que, évidemment, tout ce qui est lié à la tragédie, j'ai vu une étude qui montrait, qui analysait les keywords utilisés dans les titres des journaux entre 1900 et aujourd'hui. Et en fait, il y a une explosion de tout ce qui est lié à la peur, à la colère, à l'angoisse, etc. Tu vois, parce que forcément, ça clique plus et ça attire plus. Mais ça vend Donc, plus. J'ai décidé de faire une diète totale d'informations. Et franchement, là, ce dont vous me parlez, LGBT, etc. Limite, je sais même pas ce que c'est. Tu m'as parlé de néo-féminisme. Je sais même pas trop à quoi ça correspond. Et tu vois, on parle de wokisme, etc. Il y a encore de ça quelques semaines, je savais même pas ce que ça voulait dire wokisme. Et tout ça en fait, c'est du bruit et c'est du bruit qui te sert que quand justement tu t'as pas une vie qui a une densité suffisante par elle-même. Donc moi j'encourage plutôt à essayer de trouver des passions, à se poser la question de quelle est la meilleure façon d'utiliser chaque seconde. Imagine, je suis un personnage dans un jeu vidéo, dans quelle quête est-ce que j'ai envie de dédier mon temps et mon énergie. Et moi, justement, par cette diète d'information, je montre aussi à quel point ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que j'utilise mon temps. Mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse. Et tu vois, je disais que le trail m'aidait à distinguer ce qui était important de ce qui est futile, etc. Mais en réalité, c'est vraiment ça qui est fondamental. Comment est-ce que tu utilises ton temps ? Super. Évidemment, ça me relance sur la suite, puisque l'utilisation du temps, apparemment, Emmanuel Macron, il nous a octroyé quelque chose de beaucoup mieux pour les enfants, puisque tu nous as marqué dans les actualités, Jérém. Emmanuel Macron propose de raccourcir les vacances d'été pour mieux apprendre. Ok. Donc, tout ce qu'on essaye d'incarner, je pense qu'on n'essaye pas, je pense tout ce qu'on incarne, tout ce qu'on transmet au travers de nos différents contenus et de ce Nakamacast ici, tout ce que tu viens de nous dire, mon cher Dave, c'est quand même une vie d'aventure, une vie à l'image de tes courses qui acceptent les hauts et les bas. De naviguer vraiment sur une mer où on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas ça qui est important, c'est pas l'impermanence qui est important, c'est pas le fait que ça change tout le temps, c'est qu'on est engagé dans un cap précis et que ça compte plus que le reste. Alors que si on commence à parler de vacances, moi j'ai marqué en note d'ailleurs, la matrice nous propose une vie de travail et de vacances, puis de retraite. C'est-à-dire quoi, pour vivre 1 mois par an ou quand on aura plus de 65 ans. Parce que vraiment, moi, c'est rigolo. Quand j'ai dit à Joy, quand j'ai dit à ma chérie qu'on allait t'interviewer, je lui ai dit quelle question tu voudrais lui poser à David. Alors, je vous épargne les trois blagues qui sont venues tout de suite. et elle m'a dit non, mais Sandek, comment tu te reposes ? Est-ce que tu te reposes ? Et je pense que c'est vraiment l'image qu'il peut y avoir en écoutant nos conversations, par exemple de toi, qui est un serial entrepreneur, comme on dit, qui fait des ultra-trails, qui est un père de famille, qui machin. Mais ce type-là, ça va être un enfer, sa vie. Mais tu nous dis ça avec un sourire, genre je m'éclate, je m'amuse comme un enfant, tu vois. Et il y a vraiment, à mon avis, un biais cognitif là à effacer, que la vie qu'on mène, nous, qui est trépidante, qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, toi, t'as tourné toute la journée les vidéos, toi, t'es tout le temps engagé dans quelque chose. Dès qu'on se parle au téléphone, tu me dis, je suis pleine balle, mais évidemment, je vais trouver du temps pour toi. Enfin, voilà. On est engagé dans des quotidiens trépidants, mais on vit notre meilleure vie, quoi. Il n'y a pas à se poser des questions. Parce qu'on fait ce qu'on aime. Exactement. On en revient à l'amour. Au sens. Au sens, à la foi. Et aux valeurs. La foi aussi, se dédier totalement à quelque chose qui est plus grand que toi et qui te rend tellement heureux au fond, qui te permet d'être émerveillé justement dans cette vie, dans cette existence éphémère. Comme tu dis, David, le temps, c'est certainement une de nos ressources les plus précieuses. Et derrière toutes ces questions aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, de problèmes identitaires, et je pense que c'est aussi des mirages qui empêche justement d'aller toucher ce qui, au fond, devrait pouvoir être ce qui te met en mouvement dans ta vie. Parce que finalement, peu importe que tu t'identifies à ceci, à cela, ou que la société force des divisions
à se créer, à opérer, à être mise en contraste entre les gens. Mais c'est toujours cette question de je suis de passage, je sais pas pour combien de temps je suis là, donc qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui dans mon cœur va me donner suffisamment de force pour me mettre en mouvement dans ma vie. Et c'est là, à mon avis, la seule question qu'on devrait pouvoir se poser à un moment donné avant de se dire je suis ça, je suis ci. C'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vais donner avant de savoir ce que je vais recevoir ou à quoi je vais m'identifier. D'enlever toute l'identité et de voir ce qu'il y a dans le cœur, dans ton cœur et dans le cœur de ce que tu veux voir émerger. Parce que finalement, l'identité, elle peut là reprendre sa place en étant un avatar, en étant un système au service de ce qui te fait vibrer, au service qui a du sens, Que tu as choisi et qui toi-même. évolue et qui se reprogramme et qui se transforme au fil du temps, et certainement pas un masque que tu mets avec un nom que tu placardes sur ta tête et que tu vas porter toute ta vie, qui sera forcément dysfonctionnel au fil du temps parce que plus en accord avec la personne que tu es, qui par la force des choses est en évolution perpétuelle. Et ça, c'est certainement aussi un grand manque d'éducation, plus ou moins volontaire, sans être complotiste. Bien sûr. Mais il y a forcément une mauvaise lecture de ce que peut être un être humain dès l'éducation à l'école ou dès l'enfance, où on pourrait beaucoup plus t'éduquer sur le fait que ton identité, c'est une part de toi, mais que c'est pas toi au sens large, et que tu devrais pouvoir développer une liberté de créer l'identité qui te permet d'exprimer beaucoup plus ton essence profonde. Ce qui manque à une société où on polie et on te fait rentrer dans des canaux de conformisme. Bien sûr. Et l'autre problème également que ça soulève, je pense, c'est que on justifie, comment dire, le système actuel éducatif, il est défaillant, on le sait tous. On est zéro au niveau des classements PISA, j'en passe. Et on pense qu'exposer davantage nos enfants à un système qui est défaillant les rendra meilleurs. Le problème, c'est pas ça, c'est pas le temps d'exposition, c'est la qualité de l'exposition aux informations et à l'apprentissage. Et l'écart qu'il y a entre ce que l'on sait, comment apprendre à apprendre, comment développer une connaissance, comment maîtriser une compétence, et comment on l'enseigne encore aujourd'hui. Et je pense que le problème, en fait, vient de là, en fait. On peut toujours en ajouter des choses, mettre encore plus d'outils, etc. Mais si le fond ne change pas, le résultat sera le même. Qu'est-ce que tu ferais justement dans cette... On sait que la France suit les États-Unis, qu'on est les petits chiens depuis pas mal de générations. Là, ça change beaucoup aux États-Unis, même énormément. Si tu voyais le paysage français évoluer en termes d'éducation, c'est quelque chose qu'on a abordé évidemment dans le premier podcast, la Nakamacast, et le deuxième épisode sans doute, ou le troisième plutôt, si on fait un retour dans le futur. Mais là, je te parachute ministre. Qu'est-ce que tu fais comme mesure au niveau de l'école, au niveau de la maternelle, école, primaire? Déjà, je mettrais beaucoup plus d'argent sur les premières années d'école. Sur toi, uniquement sur toi, Pierre. Parce que toi, tu serais président. Non, beaucoup plus d'argent, effectivement, sur les premières années. On a tendance à mettre beaucoup d'argent sur tout ce qui est études supérieures, Tu mélangerais tout ce qui est école de commerce. Même pas, mais vraiment, peut-être mettre beaucoup d'argent sur des super profs, super structures. D'accord. Belle expérience pour les enfants, beaucoup d'encadrement, plus de profs, si possible. Car Bah, là, si c'est à un l'argent, ce sera économiste. possible. Ouais, c'est un économiste qui en a parlé. Je sais plus lequel nationalité il est. Comme quoi, tout l'argent mis sur les enfants quand ils sont plus jeunes est largement plus rentabilisé en quelque sorte que si on le met plus tard. Parce qu'en fait, on capitalise sur un cerveau qui est plus plastique. Sur les enfants qui sont plus ouverts d'esprit, qui ont plus cette curiosité aussi. Alors qu'en école de commerce, au final, les gens, ils s'en foutent, quoi. Puis ça se voit, en plus, tu payes ton diplôme plus qu'autre chose. T'es pas là pour apprendre, pour avoir un petit crédit, pour avoir un petit tampon à la fin, pour dire, OK, je sors de HEC. Alors, quand t'es enfant, tu peux éveiller la curiosité, l'apprentissage, également la sensibilité, la méditation, Steve. On en a beaucoup parlé dans l'épisode numéro 3. C'est très bizarre cette blague à chaque fois. Mais vraiment, juste éveiller les enfants et mettre beaucoup d'argent sur les premières années un maximum. Et aussi, juste commencer. En fait, quand on commence à apprendre, on commence par tout ce qui est code de la route. Comprendre les règles, simplement, dans lesquelles on va évoluer. Et quand on commence l'école, on n'apprend pas, justement, à apprendre. On n'apprend pas comment fonctionne le cerveau. Comment est-ce que ça se passe concrètement. Et pourquoi, parfois, chercher à passer des heures sur un devoir, ça ne sert à rien. Comment, à l'inverse, exploiter tout ce qui est répétition espacée, tout ce qui est rappel actif. Comment est-ce qu'on pourrait pas gamifier également le système scolaire par des jeux, de l'amusement, des points, le jeu vidéo, t'en parlais tout à l'heure, typiquement. Comment est-ce qu'on peut exploiter les mécanismes du jeu vidéo pour apprendre aux enfants? Comment est-ce qu'on pourrait pas repenser les dessins animés pour qu'ils soient davantage à la fois éducatifs, mais aussi intéressants? Et pas que constamment un dessin animé qui est éducatif soit perçu comme étant chiant. Mais juste en fait mettre un écosystème en place, pas uniquement à l'école, mais de façon générale, pour que les enfants soient, entre guillemets, dans une bulle de sécurité, où ils peuvent s'exprimer, tester, apprendre, et aussi avoir les bons outils pour accélérer l'apprentissage. Et donc avoir également à terme cette capacité dont a parlé Steve, de juste se moduler, de changer de compétences, d'appartenance, d'identité, de masque. De comprendre
dès l'origine de nos vies, ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits, Ouais. d'avoir une réelle éducation sur qu'est-ce que c'est un être humain. Ouais. Mais aussi d'avoir, comme tu le dis, je te rejoins totalement sur ce que tu dis là, d'avoir peut-être différentes manières d'organiser l'école en comprenant que tu peux pas essayer de faire rentrer certains profils dans des voies qui de toute façon leur correspondront jamais. Il y a, tu vois, il y a des enfants comme peut-être toi ou moi, j'étais le dernier de la classe. Je pouvais absolument pas rentrer En maths, c'est dans horrible. certaines choses. Terrible. Et qu'il y a forcément une autre manière de proposer aussi la manière d'éduquer les enfants et de voir que peut y avoir plusieurs formes d'école aussi en fonction des différents profils. Il y a des enfants qui ont une nature plus artistes, plus sensibles, qui vont connecter beaucoup plus avec la nature. D'autres vont être plus dans les mathématiques. Et on va pas essayer de les faire tous rentrer dans quelque chose de similaire. Même là, je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut apprendre les mathématiques par le côté artistique. Complètement. Hmm. Ouais, Parce que ça fait sens pour toi. Moi, j'avais un ami à moi qui était une connaissance plutôt quand j'étais au lycée, je crois, qui était un cancre comme pas possible. Mais il connaissait tous les vainqueurs du Tour de France depuis l'origine. Tous les vainqueurs du top 14 depuis le Qu'est-ce départ. que l'intelligence, Parce que c'est ça le sport, en fait, Quelle qui forme lui le motive. d'intelligence Faut pas confondre la mémorisation et Voilà, et l'intelligence. on lui aurait appris typiquement les mathématiques par ce prisme-là au niveau des scores, des calculs, des points, etc. Je suis sûr qu'il aurait excellé. Bien sûr. Et puis peut-être aussi, parce que là tu parlais de liens en fait entre plusieurs disciplines, tu disais apprendre des mathématiques grâce au domaine artistique. Je pense que l'éducation telle qu'elle nous est présentée est extrêmement segmentée, réductionniste, alors qu'on pourrait essayer justement de favoriser la réflexion un peu plus holistique et systémique, qui me semble extrêmement importante, surtout aujourd'hui où on a une hyper compétitivité avec l'intelligence artificielle. Je pense que la capacité à créer des liens, à relier les points Bien entre sûr. eux, avoir une pensée en arborescence plutôt que d'être hyper spécialiste, va être une compétence de plus en plus importante. Et par exemple, tu vois, je sais pas, tu étudies l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, bah tu peux facilement faire des liens avec la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, par exemple, aujourd'hui, sacrifier votre vie pour votre patrie? À votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois? Et comme ça, tu peux créer des liens et faire des ponts entre plusieurs disciplines. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et intéressant. Et l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à l'éducation, je disais que tu étais un mauvais élève, que toi aussi. Moi, j'étais le pire probablement. J'ai séché 188 demi-journées en terminale et j'ai pas fait d'études. Mais Au moins, t'es allé jusqu'en terminale. j'ai recruté plusieurs dizaines de salariés dans mes différentes boîtes et notamment des développeurs. Et parmi les développeurs que j'ai recrutés, j'ai des développeurs qui sortaient de grandes écoles d'informatique, EPITA, etc. Puis d'autres qui étaient autodidactes. Ceux qui sortaient de grandes écoles avaient généralement ce qu'on appelle des hard skills plus développés que les autodidactes. Ils étaient meilleurs en connaissances de base. La grosse différence, c'était en termes de mindset. Les gens qui sortaient de grandes écoles avaient un mindset fixe. C'est-à-dire que si je leur posais un problème, que je leur demandais de faire quelque chose et qu'ils n'avaient pas appris comment le faire, ils partaient du principe que c'était impossible. Les autodidactes avaient beaucoup plus d'humilité parce qu'ils savaient qu'ils ne savaient rien. Et donc, si je leur posais ce même problème, ils partaient du principe que si ils savaient pas comment le résoudre, c'était leur faute et pas que c'était impossible. Donc, ils allaient chercher un moyen de le faire. Et ça, je pense que tu as parlé tout à l'heure d'apprendre à apprendre. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été dans la position justement d'autodidacte qui sait qui sait pas, tu vois. Et grâce à ça, je me suis jamais fixé de limite. Je me suis toujours dit que si je savais pas faire quelque chose, j'avais juste à apprendre comment le faire. Et ça donne un pouvoir illimité parce que justement, je me suis jamais senti limité par un plafond de verre, par un carcan, etc. Là, tu vois, avec Féroce, j'ai appris en 6 mois 3 ou 4 métiers. Je connaissais rien à l'agriculture, pardon. J'ai été Toujours pas. à l'agriculture, j'ai été mettre des bottes, j'ai été rencontrer des agriculteurs, j'ai été dans la boue, j'ai été voir des lycées, j'ai parlé avec des agronomes, des ingénieurs, etc. Et maintenant, bah, je dis pas que je suis le meilleur, mais j'ai une connaissance assez approfondie du sujet. Et ça, c'est génial, tu vois, parce qu'en plus, ma vie, tu parlais de vie et justement de passion, etc. Ben, moi, je suis hyper curieux et ça me passionne d'apprendre de nouvelles choses. Et justement, tu vois, dans cette exubérance où certaines personnes pourraient regarder ma vie et se dire, ouais, il fait trop de choses, quand est-ce qu'il se repose, etc. Alors, rassurez-vous, grâce à mon Steve, je me suis mis à la méditation et ça me fait beaucoup de bien. Attention la main. Là. Hop, la caresse. Hop, Mais, grâce à mon Steve. mais surtout, ce qui me pose un problème là-dedans, c'est la notion de vacances. Pas parce que je veux pas me reposer, mais parce que c'est un peu comme l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai l'impression que parler d'équilibre vie pro, vie perso suppose que donner à l'un soustrait forcément à l'autre. Moi, c'est pas ma vision de ma vie. C'est pas ma vision de la vie de façon générale. Moi, je vois ma vie comme un puzzle où chaque pièce est autocatalytique. Chaque pièce doit servir l'autre. D'ailleurs, si tu regardes les principes élémentaires du vivant, ceux qui ont permis à la vie d'émerger, bah, ce système d'autocatalyse
est absolument essentiel à l'émergence de la vie sur Terre, quoi. Et voilà. Et tu vois, je parlais tout à l'heure, je reprends cet exemple de mes sorties longues en trail. Est-ce que je suis en train de faire du sport? Est-ce que je suis en train de soigner ma santé, ma longévité? Ou est-ce que je suis en train de travailler parce que je reviens avec des tonnes d'idées, que parfois j'écoute des podcasts ou des livres audio? Ou est-ce que je suis en train de gérer mes émotions parce que je reviens en général rempli et chargé d'amour pour ma femme et mes filles, avec une envie de folle de passer des temps de qualité avec elles? En fait, voilà, c'est extrêmement polymorphe. Je suis pas en train de faire une seule chose. Et toutes les choses dans ma vie comme ça sont un petit peu intriquées les unes les autres. Et donc je cherche à chaque fois à ce que les différentes pièces s'additionnent plutôt qu'elles ne se soustraient. Et dans ce contexte, je considère jamais vraiment prendre de vacances. Moi, là, tu parles de 2 mois de vacances, passer 2 mois à rien faire, c'est un truc. Ça me déprime, ça me rendrait malheureux. C'est pas du tout un rêve pour moi de passer 2 mois à rien faire. Et donc, et justement, tu vois, par ce carcan un peu sociétal qui te fait croire que tu dois prendre des vacances pour être un bon humain qui vit normalement, je l'ai fait pendant un moment. Et en réalité, ça m'a jamais trop plu. Et donc, maintenant, j'ai proposé à ma femme, et elle a été d'accord, et on aime beaucoup ça, un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, c'est que plutôt que de prendre 1 semaine ou 2 semaines à ne rien faire, eh bien, on va plutôt faire un échange de maison pendant 1 mois dans un nouveau pays. Et Pardon. Un échange de maison pendant 1 mois dans un nouveau pays. Tous les matins, je vais peut-être travailler de 6h à midi, tous les jours de la semaine, ce qui fait que j'ai cette simulation intellectuelle qui est importante pour moi. Mais tous les après-midi, eh bien, on va aller découvrir. On va aller passer du temps dans le pays, etc. Et comme au final, on y reste plus longtemps dans ce concept d'échange de maison, probablement qu'en réalité, j'aurais découvert plus de choses que si j'ai été passé 1 semaine au Club Med, je sais pas où. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour de table. J'en conclus juste par la référence que tu avais pas tout à l'heure. C'est l'économiste James Heckman, prix Nobel. James Heckman. Qui a popularisé donc l'idée selon laquelle chaque euro investi dans l'éducation précoce est plus rentable à long terme que l'argent dépensé plus tard pour rattraper en fait les lacunes. Ça c'est fou parce que, excuse-moi, je rebondis juste là-dessus pour la parenthèse, mais je trouve que c'est une information qui est vraiment capitale. Oui. Parce que tu peux te dire, moi j'ai une fille qui a 4 ans, l'aînée, et donc elle est à l'école, et puis tu peux te dire, ouais, la maternelle c'est quand même pas bien grave, hein, ils font des dessins et tout, ils apprennent à compter à peine, à compter, à dire les chiffres de 0 à 10. Voilà, ça paraît pas être la partie la plus charnière, la plus prédictive de leur capacité future, quoi. C'est là où la plasticité neuronale est sans doute en train de s'expandre. Enfin, elle est en plus en activité, je veux dire. Si on capitalise pas à ce moment-là précis, c'est comme, je vais comparer éduquer un enfant avec éduquer un chien. Alors, toutes les pincettes précises là que vous prenez, etc. C'est une comparaison qui vaut ce que ça vaut, mais tous les gens qui ont eu des animaux de compagnie et surtout les chiens qui ont été croisés au fil des générations pour servir l'homme. Voilà, c'est ça, avec les enfants. Ça arrive au Japon. Ah ouais, j'ai vu des images, c'est terrible. Les enfants quand même. Non, mais des hybrides animaux humains. Mais qu'est-ce que tu racontes? On pourra en parler Vous après. l'aurez entendu pour la première fois dans le Nakamacast. Il y a des Des hybrides de expérimentations troisième génération. chez nos amis japonais. On en parlera après. Les petits gars, on n'est plus dans les reptiles, on est dans les poulets. On est mal barré. Ça, c'est bon. Ah là là. Mais bref, quand vous élevez un chien, Revenons-en à nos moutons. vous vous rendez compte comment c'est important les premières années de la vie, et tous les gens dans l'élevage vous le diront. Si vous laissez passer les premières années de la vie, c'est super chaud de rattraper derrière. C'est vrai. Donc, pour reprendre la citation du professeur Feynman que vous avez dû voir partout dans les cours du centre de l'Hermès, l'ignorance est plus coûteuse que l'éducation. Toujours. L'ignorance est toujours plus tellement. coûteuse Mais du coup, que ça l'éducation. responsabilise les parents aujourd'hui, Exactement. qui aujourd'hui délèguent l'éducation à la télévision. Et on tacle beaucoup on dit les gens, ils font ceci, les gens font cela, en ayant bien conscience C'est que nous, le les problème est gens. systémique. Ouais, Ouais, on bien est sûr, sorti de la chose, on est sorti de la matrice, certes, mais c'est pour critiquer le système, la matrice, pas les gens qui sont dedans. Parce qu'on sait très bien que personne qui écoute ce podcast, qui est pris dans un boulot où elle fait les 3-8, etc., et où tout va mal dans sa vie, elle va dire, mais les gars, vous êtes bien gentils avec vos ultra-trails et tout, mais moi, je fais quoi là? Je veux pas devenir entrepreneur de but en blanc. Certes, mais c'est surtout une philosophie qu'on essaye de transmettre et une vision Bien des sûr, choses. pour faire bouger les choses. Voilà. Bien entendu, tout ça doit inspirer. J'ai bien compris, moi, enfin, j'ai mis du temps à le comprendre quand même que les réseaux sociaux et les vidéos sur Internet, c'était pas fait pour instruire, c'était surtout fait pour inspirer. On apprend peu de choses finalement quand on passe du temps sur les écrans. Mais on peut être inspiré à aller plus loin. Et bref, merci pour ce tour d'horizon sur l'éducation qui me permet d'embrayer sur un autre sujet très important, c'est David, t'es père de famille, et justement, comment t'élèves tes enfants? Là, t'as 2 petites, hein, une qui est arrivée depuis pas longtemps.
parmi tout ce que tu nous as exposé, c'est-à-dire une vie d'aventure où tu as sans doute envie aussi que tes enfants vivent sans trop de carcan, mais quand même tu veux les préserver. Et c'est toujours, je pense, le dilemme des parents, c'est-à-dire de protéger sans bloquer, sans empêcher, souffler dans les voiles sans indiquer un cap trop à tenir. Comment faire le mariage des deux finalement? Eh ben écoute, y a plusieurs choses. Déjà, je pense que l'éducation vaut beaucoup plus par l'exemple que tu donnes, comme le disait tout à l'heure Jérémy, plutôt que par ce que tu dis. Donc, s'efforcer d'être exemplaire et d'être cohérent dans ton exemplarité, c'est fondamental. Tu vois, je peux pas dire à ma fille, par exemple, on passe pas sa journée devant les dessins animés, si moi je passe ma journée devant la Bien télé. sûr. Tu vois, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je demande à mes enfants et ce que j'incarne et fais moi-même. Je peux pas lui dire de traverser sur le passage piéton si moi je traverse partout, n'importe où sur la route. Donc, je m'efforce à la fois d'être cohérent et d'être exemplaire pour les valeurs que j'essaie de lui transmettre. Est-ce que c'est suffisant selon toi? Et donc la deuxième partie justement de cette notion de cohérence, c'est de lui faire comprendre le cadre. Moi, j'aime bien cette notion d'éducation positive, même si c'est un terme qui a été pas mal galvaudé, dans le sens où je pense que si tu essaies d'éduquer par la hiérarchie, par une vision assez pyramidale des choses, ben, tu es obligé de gouverner par la peur. C'est-à-dire que tu vas donner un ordre, une consigne à ton enfant. Parfois, il va l'accepter. Parfois, il va forcément tester les limites et puis refuser et dire non. Et donc, imaginons, je demande à ma fille de ranger sa chambre. Elle dit non. Qu'est-ce que je fais après? Eh ben, c'est forcément l'escalade. Eh ben, si tu le fais pas, t'auras pas de dessert. Bon. Elle décide de pas prendre de dessert. Elle le fait quand même pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de continuer à escalader. Ben, si ça continue comme ça, je t'enferme dans ta chambre. Bon, je l'enferme dans sa chambre. Elle continue à pas le faire. Je suis obligé d'escalader. Et au bout d'un moment, je gueule dessus, tu vois. Et là, certes, elle le fait. Mais elle le fait parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est ça la relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants? Bah non, absolument pas. Donc l'éducation positive pour moi, c'est pas il y a pas de cadre. C'est simplement que je considère que je suis l'adulte et que si j'ai pas réussi à faire adhérer à ma fille au cadre, c'est moi qui ai pas été suffisamment créatif. Complètement. Le problème, il est chez moi, il est pas chez elle. Et en fait, un enfant, je m'aperçois qu'à cet âge-là, ce qu'ils veulent le plus, c'est faire partie de la communauté, faire partie de ton monde. Et si ils veulent pas faire quelque chose, c'est simplement parce qu'ils en ont pas compris le sens. Toi, tu as toutes tes intrications de responsabilité, de ceci, de cela, de conséquences, parce que tu as toute l'expérience de ta vie. Elle a pas tous ces référentiels-là. Et donc, si ce que tu lui demandes ne fait pas sens dans sa réalité, eh bien, c'est la raison pour laquelle elle va pas s'y engager. Et donc, c'est à toi d'avoir suffisamment de créativité, etc., pour trouver une façon de lui faire adhérer au cadre. Parfois, je trouve pas directement. Et parfois, ça m'arrive de me mettre en colère. Parce que je reste humain. Et d'ailleurs, j'en reviens à cette notion de l'énergie, de tout ce qu'on essaie de transmettre avec le fait de faire attention, de préserver son sommeil, d'avoir une alimentation de qualité, de faire du sport, etc. Parce qu'en fait, toutes ces actions-là, ça te permet de mieux gérer tes émotions. Si tu dors mieux, eh bien, en fait, je pense que tu peux pas être le père que tu as envie d'être si tu es déjà sur le fil du rasoir. Parce que si tu es sur le fil du rasoir, la moindre contrariété te fait péter un câble. Si tu veux être patient, si tu veux justement essayer d'exprimer le meilleur de toi-même, eh ben, il faut que tu sois en pleine possession de tes capacités. Et donc, parfois je m'énerve, mais dans ce cas-là, déjà, je vais après aller m'excuser auprès de ma fille. Et puis ensuite, à tête reposée, je vais réfléchir. Comment est-ce que j'aurais pu lui présenter les choses différemment pour lui permettre d'adhérer au cadre? Et parfois, il faut quelques itérations avant d'y arriver. Mais le gros avantage de ça, c'est que une fois que tu as trouvé la bonne itération pour lui faire adhérer à ce fameux cadre, eh bien, le problème, il est dynamité à tout jamais. Tandis que si tu gouvernes par la peur, en fait, le problème, il se repose tous les jours. Et tous les jours, il faut la convaincre de se brosser les dents. Et tous les jours, c'est le même combat, le même énervement, etc. Et c'est aussi un jeu, tu vois, tu parlais de jeu. Voilà, c'est aussi une façon d'utiliser mon intelligence, non pas pour résoudre des problèmes entrepreneuriaux comme j'en ai tant, mais pour essayer d'aider ma fille à progresser, à évoluer dans le monde. Donc voilà, donc ça c'est les deux choses un peu importantes. Et puis t'as aussi cité une troisième chose qui était liée au fait de comment est-ce que je peux entretenir son exubérance naturelle, son envie d'explorer le monde, que ce soit physiquement, intellectuellement, etc. Et en même temps lui apporter un cadre qui soit suffisamment sécuritaire. Parce que en tant que père, j'ai conscience que il faut qu'elle puisse faire des erreurs parce que c'est grâce à ces erreurs qu'elle va progresser, évoluer. Mais d'un autre côté, j'ai envie de la protéger et je veux pas que ces erreurs lui coûtent la vie. Et là, il y a une matrice que j'aime bien, qui est la matrice de risque vs danger. Il y a des choses qui sont extrêmement risquées mais peu dangereuses. Par exemple, marcher
en équilibre sur un fil à 10 cm de hauteur. C'est extrêmement risqué parce qu'il y a très peu de chances que tu arrives à marcher dessus sans tomber. Mais c'est très peu dangereux parce que si tu tombes de 10 cm. Il y a des choses qui sont très peu risquées, mais très dangereuses. Marcher, par exemple, sur quelque chose qui fait 1 mètre de large à 10 mètres de hauteur, c'est très dangereux parce que si tu tombes, tu meurs. Mais c'est très peu risqué parce qu'avec 1 mètre de largeur, a priori, si tu sais mettre un pied devant l'autre, tu devrais arriver de l'autre côté. Et donc, je joue à chaque fois sur ces deux éléments en disant que soit c'est des choses qui sont relativement dangereuses, mais très peu risquées, soit ce sont des choses qui sont très risquées, mais peu dangereuses, mais pas très risquées et très dangereuses. Et ça me permet d'encourager son exploration naturelle du monde, et en même temps, que la chose la plus grave qu'elle puisse risquer, c'est simplement de se casser le bras. Et donc j'essaie vraiment de l'encourager. Je sais pas si c'est l'encourager ou en tout cas pas la brimer plutôt. C'est plutôt ça, parce que j'ai pas besoin de l'encourager. En fait, naturellement, elle a envie de découvrir, de faire des choses, etc. Mais j'essaie de lui mettre le moins de limites possible. Et même sur des choses très simples, tu vois, par exemple, il fait 0 degré dehors, elle veut pas mettre son manteau ou son pull. Ok. Tu décides, on le fait. Et donc, on descend, machin, et après 5 minutes, j'ai froid. Oui, je t'avais dit qu'il faisait froid dehors, etc. Tu as choisi de ne pas mettre de pull ou de manteau. Tiens, voilà, je te donne une gifle. Non. Et du coup, la prochaine fois, non, mais parce que si tu l'avais obligée, en fait, elle aurait jamais appris de cette erreur. Et la discussion, elle se serait reproduite à chaque fois. Je reviens à ces patterns de récurrence. C'est pas pour critiquer, tu vois, mais je parle parfois avec des parents et puis ils me parlent de problèmes. En fait, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Moi, c'est quelque chose qui arrive jamais, ça. Franchement, un problème, il va arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est rare qu'ils se reproduisent plus souvent parce que, normalement, entre-temps, j'ai trouvé une façon intelligente de lui permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait faire ceci ou cela. Et donc là, l'histoire du manteau, elle va le faire 1 fois, elle va avoir froid, et donc certes, elle va peut-être faire une promenade d'1 demi-heure alors qu'il fait 0 dehors, en t-shirt, et certains parents vont dire « Vous êtes indigne, vous avez pas couvert votre fille, etc. » Elle va attraper froid. Bon, déjà, c'est une folie de dire qu'on attrape froid, mais soit. Elle va revenir, elle aura pas attrapé froid, et quand bien même, de toute façon, elle a un système immunitaire de fou, donc vite, grosse montée en température, un coup de fièvre, le lendemain, c'est fini. Bref. Et par contre, la prochaine fois, d'elle-même, elle va dire Papa, il fait froid ou pas dehors? Je fais oui, il fait froid. Je vais mettre mon manteau alors. Et c'est erreur correction, toujours. Vous avez peut-être envie de rebondir par rapport à tout ça. Ouais, il y a plusieurs choses. Comme tu le disais tellement justement, David, c'est la base de toutes les pédagogies, c'est de se dire que si quelque chose n'est visiblement pas bien reçu, c'est parce que ce n'est pas bien transmis. C'est parce que nous, on doit pouvoir trouver le chemin qui nous permet d'informer correctement. Et finalement, vous êtes des pères très inspirants. Je vous vois dans vos foyers. C'est vraiment très beau. Je ne dis pas ça parce que vous êtes des amis. Mais vraiment, la manière dont vous éduquez les enfants est profondément inspirante parce que vous incarnez ce changement. Et ce que je constate, c'est que éduquer les enfants, c'est particulièrement se rééduquer soi. Oui. C'est que pendant que tu transmets avec, encore une fois, cette force de l'amour sous-jacente, et il ne peut pas y avoir d'expression plus forte de l'amour que celle que tu vis avec tes enfants, elle t'oblige, toi, à t'éveiller. Elle t'oblige réellement à te rééduquer si tu veux vraiment le meilleur pour ton enfant, parce que tu comprends que tout ce que tu lui transmets et tout ce que tu lui as transmis déjà par la personne que tu es, dès le moment où tu as donné la vie, parce que l'enfant a déjà commencé à recevoir beaucoup d'informations dans l'utérus et même avant de par tout l'héritage. Et ça nous met face à ce qu'on doit transformer en nous en vue de ne pas transmettre ces zones d'ombre chez ces enfants. Donc c'est un travail immense. Et il y avait une autre chose sur laquelle je pensais intéressante je me faisais cette réflexion en écoutant nos discussions, c'est que une des choses qui manque beaucoup, je pense, à nos sociétés, notamment en Occident, c'est à vouloir faire du complètement laïque dans la manière dont on éduque les enfants qui sont naturellement connectés, qui ont une spiritualité naturelle, je dirais, au sens d'être profondément présents, profondément connectés à l'environnement et en éveil. Parce que, justement, déjà à l'origine, l'ego n'est justement pas encore formé. Donc, il y a un état de présence qui est très élevé. On le voit dans l'œil d'un enfant. Quand tu le regardes, il n'y a pas encore de personne derrière. Il n'y a pas encore de personnalité qui a une référence à « je suis ça vis-à-vis du monde, donc je dois agir comme ça parce que moi, c'est ça ». C'est pur.
Donc eux nous enseignent ça. Et dans notre société, cet abandon du sacré, le fait que il y a une perte de conscience, une perte de connexion à la vie même, à l'essence de la vie, à la terre, au divin, sans être justement dans le dogme ou sans être dans la croyance et la superstition, mais de laisser une véritable part d'éducation à ce caractère sacré qu'a la vie. Vous le faites naturellement parce que vos enfants sont proches de la nature. Mais je pense que c'est aussi une des choses qui est aliénante au fil du temps dans la manière dont les enfants grandissent aujourd'hui. C'est soit trop des dogmes, donc trop de croyances forcées et de peur et de soumission à une idée du divin, ou soit une déconnexion complète où la vie n'est que matériel, résultat, téléphone, objet, et que finalement, une des grandes crises existentielles que notre civilisation rencontre, et particulièrement en Occident, c'est qu'il y a une perte de la connexion au sacré, et ce, depuis l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus véhiculé aussi dans l'éducation à large échelle, ou alors c'est fait de manière fragmentaire, où c'est la bagarre d'un dogme face à un autre. C'est ça, hein, on en revient Là où toujours d'autres à ça. sociétés grandissent avec la terre-mère, où il y a comprendre ce que ça implique de manger un fruit, qu'est-ce qu'est un animal, que tout est esprit, que tout est vivant, que tout est intelligent. Et ça, c'est... Encore une fois, il faut trouver un juste équilibre. Mais c'est ce qui fait que notre société est aussi, selon ma compréhension actuelle, en train de dégénérer. Bien sûr, c'est la perte de spiritualité que tu as évoquée tout à l'heure, ne plus voir ce qui est plus grand que nous. Et c'est rigolo, ça me refait penser à une vieille lecture que j'avais eue d'André Gernez, qui est le découvert des cellules souches. Vous savez, on utilise les cellules souches en biologie, c'était un génie cet homme-là. C'est toujours, je pense, le plus jeune doctorant en médecine. Je crois qu'il avait eu à 21 ans son doctorat de médecine. Un génie, qui avait beaucoup travaillé sur le Parkinson. Et il dit, le Parkinson, ça a émergé en France quand on a enlevé la religion de l'école. C'est-à-dire quand on a retiré, on portera toutes les critiques qu'on veut sur le christianisme, bien entendu, ce qu'on en a fait, peut-être qu'il y avait un message qui était bon au départ, les religions, ça veut dire qui relie les hommes, donc qui relie les hommes et qui nous permet juste tout le monde de croire en la zone d'onde qu'on découvre, comme tu l'as très bien dit, un enfant qui découvre le monde, il le découvre et il explore parce qu'il voit des zones d'ombre qu'il ne connaît pas. Et au bout d'un moment, sa cognition va s'éveiller où il va se voir lui-même dans le monde, il va trouver sa place. Il va avoir une méta-analyse de lui-même où il va se voir, et donc conscience de soi-même. Mais avant de faire ça, et avant d'y poser une étiquette quelle qu'elle soit, ou de se coller une identité, il y a vraiment ce truc de « j'échantillonne le monde sans arrêt. Je le goûte, et j'en fais sens. Tiens, ça c'est chaud, ça c'est froid, ça c'est sucré, ça c'est salé, etc. » Comme dans un bac à sable pour découvrir le monde. Si on retire ça, c'est-à-dire la curiosité qui naît même de notre incomplétude, et la volonté de transcender notre propre condition, en fait, il y a une partie de notre cerveau qui s'atrophie, qui est sans doute liée à la substance nigra que tu connais par rapport à la sécrétion de dopamine, et qui fait qu'on développe le Parkinson. C'est-à-dire une impossibilité de mouvement, une stase. C'est-à-dire quelqu'un qui a le Parkinson, au bout d'un moment, on l'empêche de bouger. Sa dégénérescence l'empêche même du mouvement. Donc la spiritualité serait liée à notre mouvement dans le monde, c'est-à-dire je découvre ce que je ne connais pas. Parce qu'on en revient à l'humilité que tu avais tout à l'heure, dire mais moi je découvre le métier d'agriculteur, je découvre tout, etc. Et c'est ça qui me permet de vivre, de connaître l'essence même, la jouissance de vivre, c'est d'être profondément incomplet, mais de toujours vouloir dépasser, croire dans quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Si on fait pas ça, il y a visiblement des structures du cerveau qui se cassent la gueule. Donc, comme tu parlais de dégénérescence, ça m'a fait penser à ça. Donc, ouais, je pense qu'on en revient toujours à cette histoire de spiritualité. On le fait que nos enfants, en plus, on les empêche aujourd'hui d'expérimenter le monde, de toucher de la boue, de se salir, de tomber, de se faire mal. Mais la vie passe par là, en fait. Moi, quand mes enfants se font mal, en fait, je suis pas là à courir auprès d'eux pour les chouchouter, non. On voit comment ils réagissent, on voit si c'est grave ou non, et très souvent, l'enfant se lève, se frotte, il passe à autre chose. Mais si on vient sacraliser la douleur, ça en fait un enfant qui va comprendre que par la douleur et par le pleur, il va attirer l'attention. Donc il va le reproduire pour l'avoir, sans nécessité. Et j'ai une question à te poser, David, parce que je suis exposé à ça maintenant. Comment gères-tu les relations de ta fille avec les autres enfants, et notamment avec les parents de ces enfants en question? Et c'est ce désir potentiellement d'aller chez les copines, donc d'être exposé à des écrans, à des boissons particulières, à des gâteaux. Comment tu le gères? Écoute, c'est une vraie question. Peut-être que d'abord, avant de savoir comment je gère pour ma fille, c'est intéressant de me demander comment je la gère avec moi-même, parce que j'ai eu peut-être une phase
un peu extrême ou trop discipliné vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ma nutrition, de mon sommeil, de mon mouvement, etc. Tu vois, et donc j'avais mes routines, mes choses, mes croyances, et il fallait que ça rentre dans mon cadre, sinon je me sentais mal à l'aise, parce que, tu vois, je parlais tout à l'heure de cohérence, je pense que le cerveau cherche toujours de la cohérence, il déteste les ruptures de cohérence. Et me dire, par exemple, dans ma tête, le gluten, c'est pas bon, et derrière, aller m'envoyer une pizza, ça crée une rupture de cohérence que j'arrivais pas à gérer. Donc pour moi, c'était beaucoup plus simple, surtout que j'ai un passé où j'ai eu des addictions, etc. Et tu vois, justement, dans ce virage à 180 degrés que j'ai vécu, probablement, par exemple, tu vois, avec l'alcool, etc., ça a été zéro tolérance, tu vois, pendant tout un temps. Et en fait, après avoir ce côté très rigide, je suis capable d'apporter plus de flexibilité. Et aujourd'hui, je mange très bien chez moi, et ça m'empêche pas, si je vais au restaurant justement avec ma femme et mes filles, de prendre une dame blanche comme dessert parce que j'adore ça, et me sentir tout à fait à l'aise avec ça. De même que, enfin voilà, j'ai des petites habitudes qui, d'une certaine façon, ne faisaient pas partie de mon modèle de cohérence à la base, mais qui maintenant sont cohérentes parce que je leur attribue une note sociale, etc., qui me rend heureux, tu vois. Donc, déjà, être capable d'apporter cette flexibilité-là, moi, d'un point de vue personnel, me permet d'être beaucoup moins exigeant vis-à-vis d'idéal que je projette sur ma fille. Donc, ça veut dire que à la maison, elle mange super bien, et que derrière, si à l'école, c'est moins le cas, ou quand elle est invitée chez des copains ou des copines, c'est moins le cas, ok, c'est ok. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que naturellement, le fait qu'elle soit moins exposée au sucre, parce que les seules fois où elle mange des gâteaux, c'est Constance qui les fait, et en plus, elle en fait pas très souvent. Et quand elle les fait, le sucre, c'est 2 bananes, et puis moi, parfois, tu vois, je lui fais une omelette aux pommes avec du chocolat noir à 90 degrés, 90%, pardon. Voilà, donc c'est ça, tu vois, c'est des fruits, c'est un yaourt avec du miel, mais ça reste quand même beaucoup plus léger que des gâteaux classiques. Eh bien, j'ai l'exemple, tu vois, on lui avait donné un gros cookie, tu vois, bien sucré et tout. Elle a mangé un tiers, après elle en voulait plus, c'était trop sucré, quoi. Donc au début, elle a quand même eu cette appétence du sucre, elle a bien aimé, mais après 3 bouchées, elle en avait eu assez, tu vois, elle était un peu écœurée. Donc naturellement, elle a un peu cette autorégulation, c'est pareil, tu vois, tout ce qui est soda, etc. Moi, il faut dire que je mène un combat particulier sur les sodas, parce que mon père est mort d'une cirrhose du foie, et je dis pas que c'est le seul coupable, mais en tout cas ça en fait partie. Il détestait l'eau, il buvait des sodas toute la journée, et je trouve que c'est tellement banalisé, tu vois, avec leurs étiquettes un peu affriolantes, etc. T'as l'impression que c'est quelque chose de pas si dangereux, que c'est anodin, et ça peut te tuer. Donc voilà, mais pour autant, si elle boit un coca une fois chez un ami, je m'en fiche. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est ce que je lui transmets au quotidien, ce qu'elle voit de moi, et c'est assez marrant parce que tu vois, par exemple, sans même parler des amis, etc., rien que ma belle famille a une façon complètement différente de vivre et de manger. Quand elle va chez eux, parfois elle mange des biscuits, ou elle va aller dans un supermarché, et puis elle leur dit non mais ça par contre c'est des cochonneries, hein, c'est pas bon pour le ventre. Alors une fois de temps en temps, exceptionnellement, mais pas tous les jours, hein. Et tu vois, et donc en fait, malgré toi, tu la conditionnes quand même. Et donc là, je la conditionne dans quelque chose que je considère comme positif. Après, je la conditionne peut-être aussi sur d'autres choses qui le sont moi, j'espère pas, mais voilà. Et ça montre encore à quel point les enfants sont vraiment des éponges, et beaucoup plus que ce que tu leur dis, c'est la façon dont tu vis qui petit à petit les façonne. Mais par contre, tu vois, là, il y a des fois où elle me dit, il y a des fois où en tant que parent, je sais pas, j'ai pas encore les réponses, tu vois, et peut-être qu'on devrait faire des groupes de parole et de discussions entre parents pour trouver des solutions. Mais là, donc il y a par exemple un élève à l'école qui l'a poussé, l'a frappé, etc., et l'a martyrisé un petit peu. Et donc au début, nous on lui disait de le dire à la maîtresse. Mais bon, elle le dit à la maîtresse, et force est de constater que ça continue. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Lui apprendre à se battre? Enfin, tu vois, tu te poses, tu t'arrives dans des questions qui sont un petit peu compliquées. Ou même, tu vois, à un autre moment, pendant une période de l'année, les amitiés se font et se défont peut-être rapidement. Et elle me disait que ses copines ne voulaient plus jouer avec elle, et puis que personne ne voulait jouer avec elle. Évidemment, moi, ça me rend triste, tu vois. Et tu parlais de la qualité du modèle éducatif, etc. Pour moi, ce qui est un bon KPI, c'est est-ce qu'elle est contente d'y aller ou pas? C'est vraiment, pour moi, le KPI maître et roi. Tu vois, avant de la mettre à l'école,
On a regardé un peu les écoles Montessori et je trouve ça génial. Franchement, ça m'a l'air trop bien. Mais ça coûte une blinde. Chez nous, c'est 800 € par mois. Donc pour 2 enfants, c'est un SMIC tous les mois pour avoir tes enfants en école Montessori. Donc on a décidé de la mettre dans une école classique. Et en même temps, on s'est dit, bon bah voilà, on commence comme ça. Et si elle a pas envie d'aller à l'école, si elle nous dit que justement, si elle attend avec impatience les vacances parce que elle s'aperçoit que c'est une horreur, eh ben on changera, tu vois. Et donc pour l'instant, ben à part malgré cette petite expérience, tu vois, où elle me disait qu'elle était seule, ou à d'autres moments où elle se faisait martyriser par cette autre élève, je lui demandais quand même le matin, est-ce que tu es contente d'aller à l'école? Elle me disait oui. Donc je me dis bon bah ok, le principal est là. Parce que moi, le problème auquel on est confronté avec Aurélie, c'est que un des amis de Nathan a déjà vu des films d'horreur et des films pornographiques. À quel âge? Bah du coup 6 ans, montrés par le grand frère, la grande sœur, etc. Donc maintenant, c'est comment fais-tu comprendre à ton fils qu'il ne faut pas aller dormir chez cette personne-là? Parce que tu parles du sucre, c'est effectivement, moi aussi j'ai une doctrine un peu plus souple qu'avant par rapport à ça, mais ça reste réversible. Surtout à cet âge-là, quand tu prends du sucre, ok, c'est passé, 90% du temps, il mange très bien, ok. Par contre, une image comme celle-ci imprégnée dans un cerveau d'enfant, là, c'est plus compliqué. Donc, c'est comment gérer la relation aux autres parents. Après aussi, j'ai des garçons, c'est peut-être différent aussi. Toi, t'as des filles. On n'est pas sûr que les filles soient exposées au même schéma, au même problème. Et tu peux pas parler aux pères, enfin aux parents, en disant, parce que je pense que les parents, s'ils savaient ça, ils seraient peut-être pas très ok non plus. Peut-être que le dialogue peut-être pas sur la partie extrême, mais sur le côté violence, l'enfant a déjà vu ça, etc. Des films comme cela. Même des films juste Top Gun. Déjà à son âge, à 6 ans, c'est déjà beaucoup trop violent, beaucoup trop intense. Et en plus, c'est hors de sa perception du monde, en fait. Ça n'a aucun sens. Il y a forcément une grande part de responsabilité de la part des parents. Donc bien sûr, mais c'est comment toi, ton enfant, tu le mets, tu l'exposes pas à ça, en lui faisant comprendre, mine de rien, qu'il y a un problème, sans pour autant l'ostraciser, mine de rien, et le mettre de côté. C'est ça, parce que si tu l'enfermes dans une bulle, voilà. Tu le fragilises tellement à d'autres niveaux que de toute façon, ça ne lui rendra pas service plus tard, parce qu'il va être exposé à ça. Tu vas vers le moins pire. D'une manière ou d'une autre. Oui, je pense que le dialogue est toujours... De toute façon, la règle, c'est faire comprendre. Voilà. Communication. Le dialogue évidemment avec les autres parents. Bon, je pense que quand ils vont te voir arriver, ils vont tout de suite être d'accord. C'est la réflexion de mon fils, littéralement. Ah oui. Aurélie lui a dit, grosso modo, tu le dis pas par contre au papa de X, parce que sinon, il peut avoir des conflits. Mais bon, papa fait des sports de combat, au pire, s'il y a un conflit, c'est pas grave. C'est bon, c'est du rugby. Non, mais le dialogue évidemment ouvert avec le maximum d'intelligence possible. Bien sûr. Et le dialogue ouvert avec le maximum d'intelligence possible avec ses enfants. Mais là, t'es sur le rationnel. Oui, non, mais c'est qu'après, avec les parents, il fait avec les parents, à mon avis, qu'il faut discuter. Ouais, mais bien sûr, mais je pensais pas que ça vaille le coup en l'occurrence avec les personnes citées, mais c'est pour l'enfant, en fait, le rationnel ne fonctionne pas parce qu'il est 100% émotionnel, c'est normal en soi. Mais ça aussi, c'est passé en soi. L'échange est passé, ça fait aussi longtemps qu'on travaille, qu'on échange avec nos fils. On n'est pas les laisser simplement devant une télévision, on dialogue avec eux, on comprend les choses, on les comprend. Aussi, ils nous comprennent, on se fait comprendre. Donc forcément, ça facilite les choses. Mais mine de rien, quand t'es parent, t'as aussi cette notion de, ok, comment est-ce que je protège mon fils? Bien sûr. Sans pour autant le retirer du groupe d'appartenance dans lequel il est. Je comprends tout à fait. Et au final, arriver sur un enfant qui est mis de côté du groupe parce qu'il n'a pas été à telle soirée avec telle personne. Mais avec la qualité de communication que vous avez développée, le fait que ces informations, elles aient pu émerger, elles aient pu remonter, bah, ça va vous permettre de tout de suite les libérer. Oui, bien sûr. Ça va de faire circuler, même si ça laisse des empreintes qui peuvent créer des choses difficiles en eux. Mais vous avez déjà cette qualité de dialogue qui permet justement que eux ne s'enferment pas dans le silence avec tout un imaginaire et une construction. Comprendre pourquoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce qu'on a fait, bien sûr. Derrière ça. Et peut-être qu'au final, justement, derrière ça, c'est grâce à cette situation que eux, ça va leur permettre d'évoluer d'autant plus sur certaines perceptions, déjà à leur jeune âge, avant peut-être de rencontrer ça de manière plus brutale durant l'adolescence, par exemple. Bien sûr, et quand tu rajoutes ça au fait qu'on incarne ce que l'on dit aussi, ça montre l'exemple et comme quoi les efforts que l'on fait permettent d'avoir ça aussi. De toute façon, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Une fois que c'est là, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Bien sûr. Et ça arrivera. Donc la meilleure arme intellectuelle et philosophique, c'est justement, comme tu l'as très bien dit plusieurs fois, c'est d'incarner tout ça et de le dialoguer et de l'expliquer comme à un adulte, parce que ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Et on se rend pas compte à quel point l'être humain décrypte le comportement de quelqu'un. C'est les micro-mouvements, c'est la posture, c'est le visage, etc. C'est tout ça qui est perçu, même si, encore une fois, c'est vraiment inconscient. C'est tout ça que l'on reçoit comme intelligence aussi, qu'on absorbe, surtout quand on est enfant.
peut-être dernier tour de table. Je crois qu'on arrive au bout. Attends, Oui, juste avant, pardon. mon Pierre, Oui. quand même, parce que toi, tu vas bientôt être papa. Ah bon Merde, alors. Comment est-ce que t'appréhendes justement tout ça? Mais c'est pour ça que je vous pose ces questions. Je prends des notes, moi. Je revois le Déjà- replay après. Est-ce que tu le conscientises déjà? Bien sûr. Ok. C'est rigolo, tu m'as posé plusieurs Ouais. fois la question. Mais moi, c'est une vraie question, parce que Et moi, je justement, suis devenu père quand Aurélie a accouché, quoi. Ouais. Mais vous êtes tellement à me dire ça. Peut-être j'arrive un petit peu à le conscientiser. Et Moi aussi, je te rassure. Et Toi aussi, quand Aurélie a accouché? Faut qu'on parle de Mes la vidéo. enfants. Tes enfants. Mais quand même, tous les papas autour de moi me disent, de toute façon, tu peux pas te préparer. Tu peux pas te préparer, tu sais jamais prêt. Oui, tu peux, mais la anticiper des préparation ne choses. servira à rien, de toute Voilà, façon. c'est ça. Donc je me prépare pas. Je me prépare à la difficulté d'une épreuve. Je me prépare au changement, mais si tu veux, je suis dans un moment de ma vie où je n'attendais que ça. C'est un peu comme au moment du Covid. Quand les confinements sont T'attendais arrivés. que ça? Ouais. Non, mais en fait, enfin, l'épreuve que j'attendais. Je me préparais depuis 5 ans, là. Et c'est là que je peux exprimer les choses que j'ai à transmettre, ma philosophie, aider les gens, m'engager. C'est comme un militaire qui attend de partir au front. Et là, putain, ça fait 20 ans que je m'entraîne dans ma caserne, libérez-moi. Quoi. Je vais faire un truc. J'ai appris des choses, là. On va voir où j'en suis. Ouais, c'est ça, c'est clair. Testez-moi. Et là, moi, je suis 37 ans, mais testez-moi. La parentalité, c'est maintenant. Et alors qu'avant, moins. J'avais envie de faire d'autres choses. J'avais envie de voyager, de créer des entreprises, de faire des trucs, quoi. Et là, j'ai envie d'expérimenter aussi. J'ai transmis essentiellement à des adultes. J'ai envie d'écrire des livres pour les enfants, faire des cours pour les enfants, apprendre tout ça. Et là, je vais avoir l'opportunité ultime. Donc voilà, de me tester à tous les niveaux. Donc je prends ça comme une chance, comme un bon stoïcien qui dirait montre-moi un mur et j'inventerai une échelle. Plus que me dire merde, qu'est-ce que je vais plus pouvoir faire. Je vais plus pouvoir faire ça, tu rigoles, je vais pouvoir faire d'autres choses. Donc c'est vraiment une chance de nouvelle liberté. Un peu une différence d'âge. Moi, je l'ai eu très jeune aussi. Ouais, et Donc, oui, à non, mais bien sûr. 26, me T'imagines, semble-t-il. à 26 ans, j'aurais eu des enfants. T'as eu 26 ans Laisse tomber. Je peux pas le faire. J'ai eu le premier, ouais. Oh là là, t'imagines. Ouais. J'imagine même pas. À 26 ans, j'étais au Japon, je faisais n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Donc ça change aussi pas mal, ouais. Donc bien sûr, je pense qu'on est à... Moi, à 26 ans, je savais pas du tout qui j'étais. Quoi. Je j'étais t'appelais Jean-Pierre père, d'ailleurs. Gisèle. Yeah. Justement, en parlant de sexe... Oula, non, je rigole. Mais un peu. Comme on est 4 hommes autour d'une table et qu'on parle de parentalité, Oui. selon vous, c'est quoi une bonne mère? C'est quoi une bonne maman? Alors, en tout cas, je sais pas ce qu'est une bonne maman, mais je trouve que Constance est une mère absolument exceptionnelle. Je suis très, très fier et heureux qu'elle soit la mère de mes enfants, et je lui dis souvent, parce que en fait, je pense que pour elle, être une bonne mère était beaucoup plus important que toutes les autres choses de la vie, que la carrière, etc. Tu vois, peut-être que les femmes sont peut-être plus naturellement aussi. J'ai l'impression que les hommes sont pas mal éduqués dans le fait accompli et les femmes beaucoup plus dans le être et vie, quoi. Et donc voilà, et donc elle était c'est les deux. Elle est extrêmement présente. Elle l'a été, elle est toujours extrêmement présente, très patiente. Franchement, je suis très très admirateur, pardon, de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, de sa gentillesse. C'est insupportable. Un sale gosse, hein. Ouais, j'aime, c'est insupportable. Alors qu'il y a une Sortez de cette déclaration salle. d'amour Mais ça, mais c'est absolument Ouais, je pensais à Gisèle. magnifique. Oui, Gisèle. Et Gisèle. Tu regardais la Mais vidéo. par contre, d'un point de vue sexuel, c'est plus compliqué, donc heureusement que Gisèle est là. What? Ah oui, joli. Allez hop. Out. Non, mais par contre, c'est vrai, non, je fais la parenthèse. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir des enfants sur le plan de la vie de couple, ça pose de vraies questions parce que, tu as des moments de très haute qualité de famille, ça devient un vrai projet en tant que tel, auquel tu dédies du temps et de l'énergie. Et toi, en tant que couple, est-ce que tu continues à exister? Si oui, comment? C'est pas toujours facile de répondre à cette question, d'autant plus que d'une certaine façon, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y avait une concurrence entre ton canapé et puis le fait de vivre vraiment ta vie. Bah là, il y a une forme de concurrence entre les projets que tu as fait avec ta famille, le fait d'avoir des enfants, de passer des temps de qualité ensemble, peut-être d'acheter une maison, etc., qui te satisfont, tu vois, qui te remplissent, etc. Et d'autres choses qui a trait que au couple, la sexualité, le fait de passer un week-end romantique ou une soirée à deux, etc. Peut-être que tu as moins besoin de ça parce que c'est remplacé par d'autres choses qui te satisfont aussi, mais pour autant je pense que c'est évidemment hyper important. Et c'est Spinoza, tu vois, qui disait que
Ouf. En vrai, Toujours citer Spinoza à un moment dans une interview. Ouais, Bravo, exactement. bien joué. Non, mais je trouve, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, tu vois, les relations de couple, t'as parfois l'impression quand les gens se séparent que c'est parce qu'ils ont évolué sur des chemins qui étaient différents et qu'au bout d'un moment, ils sont trop différents et que c'est la raison pour laquelle ils se séparent. C'est probablement une explication. Il y a une autre explication, selon Spinoza, ce qui fait que t'aimes quelqu'un, c'est pas tant ses qualités intrinsèques et sa personnalité intrinsèque, mais les souvenirs des moments de qualité, de la joie que t'as procuré ces moments avec lui. Bien évidemment, la joie des moments passés ensemble est liée à sa personnalité. Je suis pas en train de dire que la personnalité a aucune importance, mais en fait, la raison pour laquelle tu l'aimes et t'as envie de rester avec, c'est le souvenir Bien du sûr. fait de savoir que cette personne peut te procurer de la joie. Bien sûr. Et ça change complètement la perspective du couple et de la responsabilité que tu as pour l'entretenir. Parce que dans le premier cas, si tu penses que c'est juste une histoire de personnalité, tu dis qu'à partir du moment où tu es compatible, ben, ça peut durer toute la vie. Tandis que dans le deuxième cas, tu as la responsabilité de créer des souvenirs. régulièrement de nouveaux souvenirs à deux et pas seulement des souvenirs en famille qui te procurent de la joie. Et c'est grâce à ça que tu entretiens, entre guillemets, justement cet amour de Constamment, l'être aimé. la séduire, en fait. De jamais renoncer au fait, d'abandonner le fait que de la séduire. Ce n'est pas acquis. Ouais, c'est pas acquis. Et ça, c'est quelque chose que je me répète régulièrement. Véritablement, et surtout, à mon avis, quand les enfants seront là. Et oui, mais oui, avec les enfants, ça devient un vrai défi. Franchement, c'est un vrai défi. Et tu vois, là, j'ai une idée récente. J'ai appelé ça le calendrier ornithologique. C'est une exclusivité que je vous partage ici. Donc sur le frigo, on a un petit calendrier ornithologique. On en avait Pourquoi déjà parlé. ornithologique? Parce que oui, mais toi, c'était un peu. Parce que Non, mais c'est- parce Qu'est-ce qui s'est passé entre vous que Constance, j'ai tendance à l'appeler, on a chacun nos petits noms comme tous les couples, et donc moi je l'appelle mon piou-piou et moi je suis son coin-coin. Donc voilà, ornithologique, ça fait 2 oiseaux. Et donc on met des petites croix dans le calendrier quand il se passe quelque chose. trop mignon. Et le fait de mesurer, tu vois, si Mais j'irais pas. on a ce calendrier sur le frigo, si tu vois que ton calendrier, il y a aucune croix dessus, là tu te dis putain merde quand même, faudrait peut-être qu'on se bouge un petit peu. D'accord. Et ça te prend quand même Ok, conscience. à chaque surnom donné. Non, mais non, à chaque fois qu'on fait quelque chose Ah, dans le d'accord, lit, ok. tous les deux, on met C'est une sur le croix. frigo. C'est juste, les surnoms, c'était juste pour expliquer pourquoi ça s'appelle calendrier ornithologique. Ouais, Mais trop c'est le bien. calendrier qui traque en gros notre vie sexuelle. Et c'est pas. Ah, d'accord. pas le seul. Ouais, je sais pas, j'y étais Non, pas. non, tu étais. Ok, mais j'étais pas. C'était Voilà. bien ce que Et donc, tu craignais. et donc, à chaque fois qu'on le fait, on fait une croix. J'ai des images avec des canards et tout, ça va très mal. À chaque fois qu'on le fait, mais oui, mais comme ça, les gens qui viennent chez nous, ils disent pas, tiens, c'est un truc bizarre. Ils disent oui, Bah, parce maintenant, que. si. Voilà. Ah, ils le savent. Et donc, on fait une croix. peux te passer ça, toi. Et comme ça, grâce à ça, eh bien, c'est surtout que, tu vois, si là, tu vois, je rentre par exemple de Paris et je vois sur le calendrier, on est quoi, Oula. on est le 18 Aïe. février. Toi, ce soir, Non, mais Ah, quelque chose. je vois 0 croix. Je dis pas forcément ce soir, tu vois, mais ça te permet de prendre conscience parce Mais qu'en bien fait, sûr. tu verras avec tes enfants, etc. Eh ben, entre ta vie professionnelle, tes lectures, tes entraînements de sport, tes enfants, etc. Il y a plein de fois. Moi, le soir, pour être honnête, je rentre le soir, etc. Enfin, je rentre le soir. Ou T'es vidé. le soir, etc. Je suis crevé, tu vois. et ça veut pas dire que j'ai pas eu de moment de qualité avec ma famille, Bien parce sûr. que tu vois, j'arrête de bosser, il est potentiellement 18h, on mange ensemble, etc. On discute, j'ai une histoire aussi, on va passer un moment de qualité avec ma femme, donc j'ai des temps de qualité avec ma femme. Mais potentiellement, j'ai juste la flemme de faire l'amour avec elle, quoi. Et puis le week-end, ça serait parfait, sauf que le week-end, on s'occupe des enfants. les enfants. Voilà. Et donc trouver le bon créneau, c'est pas forcément facile. Et en fait, sans que tu t'en rendes compte, voilà, 3 semaines à passer, tu l'as pas fait une fois. Et donc le fait de le traquer, ça te permet simplement de prendre conscience que voilà, ça fait 3 semaines et que peut-être que tu vois, dans mon agenda, tu parlais tout à l'heure du fait de faire beaucoup de choses, etc. Dans mon agenda, parfois, je me cale une séance de méditation où je me cale une marche créative. Ce que j'appelle une marche créative, c'est que je vais marcher sans écouter de podcast, ni rien, de musique, ni rien, sans aucune simulation, juste pour permettre à mon cerveau de métaboliser toutes les informations que j'ai. Et donc voilà, je vais marcher 1 heure. Et donc voilà, parfois dans mon agenda, on se cale ce rendez-vous, j'invite Constance, je lui envoie une invitation Google Agenda, on l'a signé, machin. Et oui, mais si tu fais pas ça, bien tu sûr, verras, bien tu sûr. verras par expérience, je peux te dire que tu peux te retrouver parfois avec 1 mois, 2 mois, tu l'as pas fait, et tu dis putain, c'est ouf. Et voilà, et tu l'as même pas vu passer, quoi. Bien sûr, la relation de couple. Mais c'est tellement important, ces relations charnelles qu'il y a. Ne serait-ce que pour le bien bien-être sûr. des enfants, justement. Ah bah ouais. Oui, Je veux dire, complètement. comme ta dynamique de couple, elle évolue, forcément, ça Ça ressent impacte la relation entre les deux personnes. Donc, forcément, les enfants le ressentent. Potentiellement, si tu prends moins soin de ton couple en te sacrifiant, entre guillemets, pour tes enfants, ça sera à leur détriment au bout d'un moment. On perçoit. Donc, il y a un équilibre Mmh. dans tout ça.
Et je me rappelle quand tu m'avais parlé de ces rendez-vous ornithologiques, on avait parlé du fait aussi que une des grandes illusions dans les vies de couple, c'était de penser que l'autre allait nous rendre heureux. Là où il y a une perception un peu plus fine de la chose qui fait que chacun doit pouvoir dealer pour son propre bonheur, sa propre joie, s'élever, s'éveiller de manière individuelle et ensemble, tu peux partager ce bonheur. Dans le couple, chacun travaille pour soi et tu peux le partager. Là où on aurait tendance à s'appuyer sur l'autre comme un château de cartes un peu fragile où tu attends que l'autre dans ta relation te rende heureux. Et finalement, c'est ça aussi qui fait que c'est instable. Ouais. Donc, il y a un vrai travail sur soi. Et pour retourner sur le sujet de qu'est-ce qu'une bonne mère, qui est très puissant comme question, pour pas répéter ce qui a été dit, je dirais qu'une bonne mère, c'est une femme qui embrasse pleinement ce qu'est le merveilleux d'être féminin. Que les femmes sont naturellement plus connectées à la vie, au divin, que les hommes, parce qu'elles ont en elles une porte sur le non manifeste. On l'oublie trop, enfin on le banalise, mais c'est quand même un miracle. Dire le fait que deux corps, un féminin et un masculin, se lient par l'amour, l'attraction, le désir, et que dans le corps de la femme, il y a un portail qui s'ouvre, une âme ou la conscience s'infusant dans un nouveau corps qui est en train de se créer et qui va grandir au sein de cette mère et sortir dans notre dimension. C'est quand même un miracle. Je veux dire, comment ne pas s'émerveiller par ça. Et donc les femmes, le féminin, justement, là où peut-être ça rejoint un peu le début de notre conversation, on est en train de faire des combats sur l'ultraféminisme ou le wokisme, toutes ces choses-là. Et moi, c'est pareil, j'ai fait une vraie diète de tout ce qui est information, etc. Donc, je suis pas très au courant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand déséquilibre aujourd'hui entre le masculin et le féminin en tant que polarité, en tant qu'énergie sur cette planète, globalement. Et qu'en tant qu'homme, on a une véritable responsabilité d'honorer le féminin pour ce qu'il est, de lui permettre, dans notre manière de vivre la sexualité, dans notre manière de vivre les relations, dans notre manière de nous comporter, de permettre à cet équilibre masculin-féminin de se restabiliser. Parce que c'est forcément une des choses qui nous pose le plus problème au fond. C'est ce grand déséquilibre dans la manière qu'on a de penser ce qu'est une femme et de penser ce qu'est un homme. Et donc, une bonne mère, ça serait aussi la femme qui a l'opportunité de s'exprimer dans sa relation, dans ce qu'elle est en tant que personne, aussi en équilibre avec le masculin. Donc, dans toute cette compréhension de l'interdépendance, c'est aussi permettons-nous d'être dignes d'être ce qu'on appelle un homme pour justement laisser l'espace nécessaire aux femmes d'être. Et que c'est cet équilibre-là qu'on devrait pouvoir incarner. Ouais, c'est intéressant. Moi, je compléterais vos propos par le fait qu'une bonne mère, c'est aussi une femme qui ne s'oublie pas, qui prend soin d'elle, qui a ses passions, qui ne vit pas qu'au travers de ses enfants. Car ça ruine un couple aussi, mine de rien. Et puis ça ruine les enfants aussi. Ça ruine les enfants, ça ruine tout le monde, ça ruine la femme, elle s'abandonne. Et très souvent, ça se conclut par des femmes qui, au bout de 20 ans, 30 ans d'éducation, juste nervous breakdown, se barrent, en peut plus, et se cassent, vivent une vie qu'elles n'ont pas eue précédemment. Et ça, pour moi, c'est également très important qu'on laisse la place, en tant qu'homme, à sa femme de s'exprimer aussi. Donc en prenant les enfants, en passant du temps avec eux, en laissant le temps à sa femme de profiter aussi, de refaire du sport, de faire ce qu'elle aime et de s'incarner dans la vie qu'elle veut avoir. Puis soit elle se barre pour vivre une autre vie, soit elle s'est tellement fondée sur son rôle de mère pour exister d'un point de vue personnel et social en termes de quête de sens, qu'elle laisse pas ses enfants partir, tu vois. Donc et le en jour où fait, ils partent, elle les garde vraiment prisonniers, tu vois, parce que c'est devenu sa vie, tu vois. Sauf que être parent, c'est un contrat à durée déterminée. Au bout d'un moment, on a un rôle, je sais même, de guide peut-être pendant une période donnée de leur vie. Et puis après, il faut les laisser vivre leur propre vie, tu vois, et pas projeter tes propres rêves et ce dont toi t'as envie. Et ça, je pense que c'est peut-être un des grands pièges dans lequel beaucoup de parents tombent. Et puis surtout les mamans, surtout les femmes. Et pour toi, Pierre, c'est quoi une bonne mère? Je pensais qu'on allait terminer là-dessus. Moi, je me serais esquivé. Comment ne pas répéter tout ce qui a été dit? Homme comme femme, je pense qu'il faut pas se gêner, comme tu l'as très bien dit. Il y a eu des polarités qui ont été complètement inversées là ces derniers siècles, où le masculin a énormément pris sur le féminin.
Et donc c'est normal que des droits soient revendiqués, qu'il y ait un contrebalancement qui soit très fort actuel, et que le féminin veuille prendre un petit peu de voix, de force. Et je trouve ça très bien, et il y a sans doute des choses très vertueuses là-dedans. Donc il y a un côté où le masculin doit laisser place, et d'un autre, ne pas oublier à quel point elles sont fortes, toutes les femmes qui nous entourent. On pense à nos mamans qu'on a rassemblées au Nouvel An. C'est vraiment cette... c'est pour moi, vous savez à quel point je véhicule le message de l'Hormèse, du renforcement, qu'on est tous forts. C'est juste que ce terme de force m'est très cher, parce que la vie, c'est vraiment une dynamique de force qui s'exprime de plein de manières et qui est comme une spirale. Et une spirale, vous savez, c'est la forme géométrique, quand on utilise la topologie des mathématiques, qui nous permet de comprendre la vie, parce que c'est la seule forme qui allie la linéarité avec la circularité. Et qui nous permet de comprendre que dans cette intervalence qui tourne sans arrêt, ça permet de structurer et vraiment de perpétuer la vie dans l'univers. Et que sans doute la réponse à la nature profonde de l'univers, ce serait sans doute un pattern de mouvement, une dynamique, plutôt qu'une molécule. Alors, on essaye au CERN de regarder toujours plus petit dans la matière, mais on voit bien qu'on se cache la figure et qu'on trouvera jamais rien. Celle qui manifeste ça le mieux, comme tu l'as dit, mon Steph, c'est les femmes, parce qu'elles donnent la vie. Alors, est-ce que l'homme doit protéger la vie et la femme doit donner la vie? Je pense que c'est trop réducteur de dire ça, mais ne jamais oublier la complémentarité qui est plus une altérité, c'est-à-dire se respecter soi-même dans nos frontières et dans nos limites pour avancer sur un même chemin et célébrer constamment la vie. Et je reprendrai juste une phrase de ma chérie, de Joy, qui est enceinte en ce moment, et qui me disait « Enfin, j'ai l'impression qu'on respecte la vie. » Parce que les gens, d'un coup, la regardent, « Ah oui, passez madame, etc., asseyez-vous, etc. » Mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Pourquoi elle était très contente, très touchée que ce soit là, mais la réflexion derrière ça, c'était « Mais pourquoi on le fait pas tout le temps, en fait? Pourquoi le vieux monsieur, la personne, Michel, là, qui est là, qui va tout va bien, lui aussi, c'est la vie. » On est tous là. C'est que d'un coup, on n'est pas enceinte, on peut se tuer, on peut s'insulter, etc. Donc il y avait vraiment une réflexion profonde par rapport à ça, et c'est pas pour quand on respecte une femme, c'est pas pour dire c'est quelque chose de fragile. C'est justement pour valoriser toute leur force, quoi. Donc voilà. Magnifique. Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que tu évoquais cette notion de complémentarité, et un peu plus tôt, on a évoqué cette notion d'équilibre. Et tu vois, c'est pareil. Enfin, moi, ma vision de mon couple et même de ma famille, c'est qu'on est un organisme complémentaire où chacun essaie de contribuer à hauteur de ses zones de génie. On cherche pas l'équilibre, on cherche pas à ce que je fasse autant de vaisselle qu'elle, etc., machin, et que les tâches elles soient parfaitement réparties. Non, je nous vois vraiment comme un organisme vivant qu'on incarne en tant que famille, et chacun essaie d'y contribuer à la hauteur de ce qu'il peut, ce qu'il a envie d'apporter par rapport à ses zones de génie, à ses talents naturels, à ce qui lui plaît, à ses passions, etc. Et je trouve que c'est assez chouette parce que je me sens hyper heureux avec ma femme. On est hyper complémentaires. Elle adore faire des choses que moi je déteste, et inversement. Et en plus de ça, tu vois, on parlait un peu tout à l'heure de cette notion des circuits plutôt dopaminergiques, d'atteindre des objectifs, d'aller chercher des sommets, de tourbillons d'énergie, etc. Et puis de l'autre côté, des systèmes un peu ici et maintenant, de profiter de ce que tu as déjà, de contempler, etc. Et en fait, ma femme, c'est vraiment ce système ici et maintenant, et moi, je suis vraiment le système dopaminergique. Et si t'es que dans l'ici et maintenant, en réalité, tu vis peut-être une vie harmonieuse, mais qui est pas dans le mouvement. Et à l'inverse, si t'es tout le temps en train d'aller conquérir de nouveaux sommets, mais que tu profites pas du chemin, t'es dans cette quête perpétuelle de la nouveauté. Et elle me permet de profiter du chemin, et moi je lui permets d'avoir un objectif à atteindre. Trop bien. Magnifique. Ce serait trop rigolo un jour, quand le Nakamakast peut-être aura vécu. Mettre nos femmes. Oui. Tu sais qu'elles se mettent nos chéris là, elles se mettent juste autour de la table, et nous on n'est pas là. Un épisode comme ça. Nakametcast. Nakametcast. C'est une super idée. Trop bien. On en arrive au bout du rouleau là, au bout du rouleau, ouais. Au bout du restaurant qui nous attend. Ah oui, on va s'enfiler un bon restaurant. Tu t'es remis de ton fromage blanc. Quel est ton rapport avec le lactose, Jérémy? Conflictuel. Ouais, je te sens tenir ta chaise d'une manière... C'est plus les sesseurs de tournage qui me crispent, là, et l'envie de marcher, surtout. Bien sûr. Donc on va vous laisser aussi, chers auditeurs, mais avant ça, quelles sont tes actualités, cher ami? Mes actualités? Ouais. Où te retrouver aussi. Ouais. Comment ça se passe? Alors mes actualités, déjà féroce, hein. Mine de rien.
On vient de lancer l'huile d'olive d'ailleurs, une huile d'olive à Dans la haute gueule de- teneur en polyphénol. C'est chaud. Allez, c'est bon. On est au bout. Vas-y, termine. Donc une super huile d'olive, de la viande de très haute qualité, etc. Donc féroce. On vient de signer un partenariat avec Spartan, donc on est partenaire et sponsor Spartan officiel Race. des Spartan Race. Magnifique. Et on sera là à Carcassonne notamment pour faire goûter nos hachés féroces Je voulais à la tous- faire, la course. en à tous plus. les finishers. Et justement, t'étais censé faire la piste, mon Jérém. Donc j'espère que tu seras parmi nous. Pourquoi t'as annulé? Je Bah l'ai pas voilà. réservé, c'est tout. Ah, bon, on l'a fait tous les deux, si tu veux. Ouais, il y Allez, a JB aussi qui est là. ouais, j'y Bon, vais je là t'en aussi. pas depuis pas longtemps. Bon, Donc, on cette sera là promesse tous ne tient ensemble. pas. On fera une petite vidéo justement pour montrer Ok. ce bon Jérém et ce bon Pierre Oula. derrière cette belle Spartan Oh, Race. j'ai appris la course depuis 15 jours, c'est ridicule. Hein. C'est parfait. Horrible. Ah, horrible. Mais t'inquiète pas. 3 km. Une cheville dès les premiers 100 mètres. Et puis moi, sinon, ma prochaine course, c'est donc dans la jungle. Le premier jour. Toi, t'es insupportable. Je traverse la jungle au mois 800 de juin. bornes en rampant. Et il dort dans les arbres avec les cobras. Et oui, non mais attends, tu dis ça, Eh, tu dis ça, mais là du coup, Là, ça- dans mon sac à dos, j'ai mon hamac, et donc j'ai. Dans Paris, tu vas dormir? Dans le hamac? Mais ça va fermer là. Et donc, Faut y aller. figure-toi que tu vois, et là encore une fois, je parle de cette notion d'intriquer les choses entre elles. Eh bien, la première C'est fois bien. pour aller essayer mon hamac, j'ai été faire une randonnée avec Avec mes ma deux femme, filles. et j'ai coché Non, une avec mes croix. deux filles. J'ai accroché mon hamac entre deux arbres. Et évidemment, j'étais pas sûr que ça tienne et que ce soit très solide. Donc, je préférais mettre les 15 kilos de ma fille plutôt que mes 80 kilos. Je l'ai mis dedans. J'ai vu que ça tenait. J'ai mis ma deuxième fille dedans. Ça tenait toujours. Alors là, j'ai osé aller dormir dedans. Excellent. Bon, merci les frères. Merci. Ce Merci. Nakamakast numéro 2, hein. Numéro 2. Numéro deux. Numéro 2. Numéro 2. Allez, Merci, les mon amis. Dave. Ouais. Merci, merci. Ouais. Rendez-vous dans un prochain épisode. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ce qu'il faut Ouais, dire. c'est ça, ouais. Et mangez féroce.